Bonsoir à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Club Pancho qui commence à s'habituer à la victoire, à la victoire de l'OGC Nice. On débriefe ce soir du match de la victoire de Nice sur la pelouse de Metz, une victoire 2-0. Et ce soir, je suis en compagnie de l'habitué, le fidèle, qui n'a pas gagné le quiz sur les deux dernières émissions. Je le sens revanchard, je le sens un peu amer. Comment vas-tu, Alric? Bonsoir à tous. Non, écoute, je suis très content qu'on ait pris les points sur le terrain. Bon, c'est vrai que ça fait deux quiz que j'ai pas gagné. J'ai à cœur de faire beaucoup mieux. Je me suis dit les choses, comme disent les joueurs. Je me suis dit les choses cette semaine et j'espère faire beaucoup mieux. Non, je suis très content de retrouver Socket, de retrouver l'équipe et de pouvoir parler de cette nouvelle victoire dont on s'habitue chaque semaine. Justement, Socket est de retour aussi parmi nous. Donc, tu avais été présent pour l'émission du match aller, pour la victoire des Messins sur notre terrain. C'était une belle victoire, surprenante, je pense, pour toi à ce moment-là. Déjà, bonsoir à toi et puis bienvenue une nouvelle fois pour cette émission. Bonsoir tout le monde. Merci encore pour cette invitation, pour partager ma mélancolie parmi votre joie, hein, donc bon mélange, hein. Non, mais vraiment très contente de revenir après effectivement ce match aller qui avait été plutôt chanceux pour nous, Mhm. mais on va dire que la logique a repris ses droits, surtout sur ce match, donc c'est très bien de pouvoir en parler en votre compagnie. Et puis donc Valentin qui fait sa toute première apparition, sa toute première titularisation pour le club Pantio. Bonsoir Valentin et puis bienvenue pour ta toute première. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous, ouais, je vais très bien, très content de pouvoir débriefer un peu ce match, parler du gym, c'est toujours un plaisir, donc très ravi d'être là. Eh bien écoutez les gars, on va commencer tout de suite par parler du match, parce on est On a là pour gagné. ça. Merci, On a bonsoir. gagné, voilà, allez, ciao ciao, on finit seconde Ligue 1, on n'en parle plus. Non mais bon, cinquième victoire consécutive, 6 si on compte cette magnifique victoire sur le terrain de Cholet en Coupe de France. Euh, on voit un OGC Nice plus conquérant, plus, avec plus de maîtrise dans le jeu. Pour l'instant, Alric, je ne sais pas ce que tu en penses, mais les erreurs qu'on avait pu apercevoir lors de la première partie de saison, sur les dernières semaines, sont quelque peu corrigées. Qu'est-ce que tu en penses? Bah déjà, c'est le deuxième match à l'extérieur où on fait un clean sheet. Donc c'est très intéressant. On confirme notre statut de meilleure équipe de Ligue 1 à l'extérieur, puisque c'est notre huitième victoire. Je pense que par rapport au dernier match qu'on a pu voir, c'est la prestation à l'extérieur, en tout cas la plus aboutie, dans le sens où, mis à part une entame des 10 premières minutes, plutôt à mettre au crédit des Messins, après le reste, ça a été plutôt dans notre sens. On a su gérer notre match et marquer quand il le fallait sur un terrain qui, on y reviendra, mais c'est révélé être très compliqué, un bon champ de patates comme on les aime, qui m'a valu d'être assez virulent sur Twitter. Je s'en suis désolé par avance, Socket. J'ai T'as de dit la que chance, c'était je l'ai pas vu. Je j'ai l'ai pas dit que vu. c'est. Non, mais je suis très honnête et je vais te dire, j'ai dit que c'était un stade d'une équipe digne de Ligue 2. Donc, Ah, mais je te rejoins. Et puis d'ailleurs, petit aparté, on en parlera après, mais c'est marrant parce que donc Antonetti ne pouvait pas utiliser cet argument-là pour dire que Metz n'avait pas bien joué. Voilà. ah Parce bah qu'il non, il pas il a fait en forcément. Coupe de France à Bergerac, il l'a dit. C'est pour ça que ça m'a fait assez rire. Tu vois, par exemple, on a un joueur comme Stangs qui est doué techniquement et qui avait l'opportunité de montrer qu'il avait du talent. Quand il a essayé de faire un contrôle de balle et que le ballon est parti à l'autre bout du terrain, on s'est dit, oula, ça va être compliqué. Non, non, Ouais. blague à part. Non, c'est un match dont il faut tirer beaucoup d'enseignements positifs parce que l'OGC Nice montre depuis le début de cette phase retour que face à des équipes supposées plus faibles, eh ben, il arrive à prendre les points. Ce matin, j'écoutais un peu Avantinissa qui disait quelque chose qu'il faut pas prendre au pied de la lettre, mais qui est intéressant. On dirait une équipe en route pour une qualification européenne qui sait commencer à maîtriser des matchs dont elle a parfaitement le niveau pour y arriver, quoi. On a vu une équipe de GC pas en danger, quoi. C'est ça que je veux dire. Ouais, je te rejoins assez sur cette analyse. Euh,
Valentin, justement, toi, est-ce que tu partages cet avis-là ou justement on voit un Nice plus conquérant et qui fait respecter un peu euh, eh bien son emprise vis-à-vis des équipes jugées plus faibles? Bah, c'est clair et net déjà qu'il y a une amélioration sur ce qu'on voyait sur des derniers matchs. Après, je trouve que c'est pas encore non plus super flamboyant, mais c'est vrai que bah, on est clairement plus solide. On n'a pas été réellement mis en danger, à part sur des frappes de loin où il y a eu quelques centres, mais c'était quand même assez bien géré. Mais je trouve quand même qu'il y a encore pas mal de choses à améliorer. Je sais pas si on en reviendra plus tard, mais tactiquement, je trouve qu'il y a quand même encore quelques, quelques points que je trouve un peu bizarres, mais c'est clair qu'il y a une nette amélioration sur les derniers matchs, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ça aurait été compliqué pour la suite. Socket, toi, quel bilan tu dresses de ton équipe depuis justement ce match aller gagné chez nous euh, Par erreur. par erreur, mais 3 points, 3 points dans la musette finalement. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce match-là? Comment as-tu vécu justement l'après-exploit? Bah, mine de rien, l'après-exploit, quand on regarde au niveau comptable, il a été beaucoup plus prolifique que ce qui s'est passé avant Nice, parce que en incluant Nice, et si je regarde la suite, Metz gagne 2 victoires en championnat contre Lorient à domicile. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé vite fait, mais que comme quoi Metz à domicile n'avait pas gagné depuis le 25 octobre 2020 avec des spectateurs. Hein. Donc, cette victoire qui a eu lieu le 12 décembre 2021, donc on était assez surpris effectivement à domicile. Donc, on a eu 2 victoires à la suite de ça, 2 matchs nuls. Si j'inclus la défaite contre Nice ce week-end, on en est à 4. Donc, on a fait 2 victoires, 2 nuls, 4 défaites, ce qui est un bilan, on va dire, un peu mieux que ce qu'on a vécu juste avant. Mais pour autant, ce que j'avais remarqué dans le jeu et que j'avais partagé avec vous n'a pas changé en soi. Pas surprenant d'ailleurs, mais, euh, mais effectivement, en plus, je vous l'avais un peu prévenu, mais le mois de janvier est un très bon mois pour nous puisque nous avons quand même un bon contingent de joueurs partis à la CAN. Je vous cache pas quand même que vous avez affronté une équipe qui joue avec des joueurs de rotation sur le terrain, quoi. Le côté On messin. a senti que ça devenait jeune à un moment donné, quoi. Il y avait, Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de. On peut pas se cacher derrière ça. Je veux dire que les dirigeants sont au courant qu'il y a une CAN en janvier 2022 depuis juin 2020. Donc, je veux dire, il n'y a pas de. Oh, c'est triste, machin. Genre, tu prévois la chose, quoi, dans tous les Enfin, cas. fallait qu'ils jouent tous avec l'Algérie et ça aurait été réglé au bout de 3 jours, hein. Bah ouais, non mais attends, c'est quoi le pire? C'est que en plus, à l'heure actuelle, il y en a quasiment aucun, même des équipes restantes, genre dans les huitièmes, qui jouent sur le terrain. C'est ça le pire en fait. Je sais même pas d'ailleurs si avec la Côte d'Ivoire en ce moment, qui joue là, ou qui jouait là cet après-midi, si Maïga était titulaire. Je sais même pas. Mais du coup, ouais, les Algériens se sont vite fait sortir et les autres en fait sont remplaçants, ils rentrent pas. Donc au final, ils ont juste gagné un mois de vacances au Cameroun, pas forcément la meilleure des destinations, mais Metz doit compenser avec des joueurs de rotation et l'équipe que vous avez affrontée ce week-end est une équipe qui, à part éventuellement Nian Nguet, bah après, enfin, tu m'excuseras, Socket, mais quand je regarde la composition, bon, Delaine ne jouait pas sur son côté, Santon était peut-être alors soit blessé, soit suspendu, blessé. blessé. Yad à gauche, c'est évident que c'est pas le titulaire, mais après tu as quand même Pajot Traoré qui pour moi a été le meilleur Messin Hmm. sur le match de dimanche, Boulaya qui revenait de la CAN, Canabi Qui est sorti après 45 minutes et qui était en fait qui devait pas jouer ce titulaire en fait parce qu'il ouais. a dit t'es pas en forme quoi. Mais bon, bref. Après bon Canabi, Amadou. Et puis le jeune Mbeng, enfin je sais pas, sur le papier, ça paraît pas non plus. Mais ça reste une équipe de rotation dans le sens où ces joueurs-là sont venus à la base à Metz pour être des rotations. D'accord, ouais. Et surtout que si je prends depuis le départ, Caillard est le gardien numéro 2, même s'il il va mettre, je pense, sur le banc Oukidja jusqu'à la fin de la saison. Ça, j'en suis convaincu, parce que bah, vous l'avez Il fait très un bien bon vu. match, Hein. hein.
La première Vraiment. mi-temps, le match peut être plié à 2-0 dès la première mi-temps, hein, parce qu'il sort, notamment quand il fait l'arrêt du pied Ouais. Face à pour le Gouiri. poteau gauche Ouais. face à Gouiri. Mhm. À un moment donné, la frappe sur un centre qu'il arrête, qui vise la lucarne. Tout à fait. Ouais, bah, Celle de Stangs, justement. ouais. Ouais, tout à Stangs, fait. justement. C'est ça. Donc le match peut être Stangs, ouais. plié là, en fait, tu vois. Et on passe à la suite, hein. Donc, Honnêtement, si Gouiri est efficace, ou alors plutôt pas efficace, mais plutôt collectif, il peut y avoir 3-4-0 à la mi-temps sans qu'il y ait rien à redire. oui, d'autant que Nice a identifié le point faible messin. Et pour en venir à cette équipe de rotation inexpérimentée, le côté gauche de Metz et donc c'est le côté droit de Nice, c'était un côté qui était très exploitant en première mi-temps. Ah Ouais. bah, Ouais, et je peux en témoigner parce que j'étais dans la tribune qui justement était derrière le but messin en première mi-temps, donc je voyais parfaitement les montées niçoises sur ce côté-là. Et ce côté gauche, pour résumer, était composé donc de Iyad, qui est pas piston ni défenseur, mais un ailier offensif qu'on a mis piston gauche parce qu'il faut mettre quelqu'un. Amadou Mbeg, qui est, comme vous avez pu le voir, un joueur sans contrat professionnel pour le moment, Ouais. qui est défenseur central gauche, et Boulaya, qui est revenu vendredi de l'élimination de la CAN qui a eu lieu le jeudi. Devait pas être titulaire, il a été mis titulaire, on ne sait toujours pas pourquoi. Clairement, il n'avait pas la caisse. Donc en gros, tout le côté gauche de Metz était composé de joueurs qui étaient soit inexpérimentés ou soit, dans le cas de Boulaya, à court de forme. Et Nice a parfaitement tactiquement exploité ce côté-là. Bien vu de la part de Galtier, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs qu'en deuxième mi-temps, nous, on fait rentrer un milieu comme par hasard sur ce côté gauche, Messin. Ah oui, j'ai vu que Boulaya était sorti très rapidement sur le Voilà. but. Mais c'est donc très bien joué de la part de Nice, parce que quand tu remarques des points faibles, tu vas pas, d'une manière, je dirais, tu vas pas faire comment on appelle ça, du social ou de l'humanitaire en laissant un côté comme ça inexploité. Tu vois un côté faible, tu y vas, et c'est totalement normal de remarquer et Voilà. d'exploiter cela. Mais ne dis pas trop du bien du côté droit parce que ça va forcer Pancho à dire du bien de Jordan Otomba et il a pas envie. Alors, Ah. écoute, moi, c'est intéressant que tu contrebalances un peu par Je fais rapport exprès, justement. à cette Je fais analyse, exprès. Socket, parce que on a été, nous, enfin, supporters niçois, je pense, agréablement surpris et très enthousiastes sur le match de Jordan Lotomba et sur la connexion qu'il y a eu avec Hicham Boudaoui, hein, parce que Bien sûr. en première mi-temps, c'était quand même flagrant et ça n'était jamais arrivé finalement. Mm. Et donc là que tu dises que Mbeng et Yad, c'est des joueurs voilà, de rotation. Alors bon, moi je connais pas l'effectif de Metz par cœur, mais effectivement, il faut pas être un grand connaisseur du foot pour s'apercevoir qu'ils étaient en grande difficulté. L'inspiration de Boudaoui, elle est géniale, mais peut-être que si c'est pas ces défenseurs-là, ça passe pas forcément sur la talonnade qui remise à Lotomba avant son centre pour Gouiri. Mais on reviendra sur Lotomba parce que voilà, quand il est pas Parce bon, qu'il a on les le dit, qualités, mais que ça peut être quand un il est bon bon, joueur. il faut le dire Voilà. aussi. Parce qu'il a les qualités, ça peut être un bon joueur, sauf que on est dans une époque de l'instant, une époque du moment, tu vois. Il faut tout de suite, faut que ça se passe tout de suite. Mais oui, mais oui. Non, je suis pas d'accord avec toi. On en reparlera tout à l'heure, Alric. Mais justement, pour moi, Lotomba, on a eu suffisamment de recul, là, à l'instant T. Il a pas signé en juillet dernier. On verra si tu dis la même chose de Steins, hein. Ah, mais écoute, Stink, je suis très patient. Je suis très patient. Enfin, bref. Donc, cette première mi-temps qui se passe, moi j'aimerais quand même revenir sur l'entame de match parce que Antonetti nous dit en conférence de presse que face à Nice, il faut accepter, défendre bas, etc. Eh ben, qu'est-ce qu'on a vu 15 premières minutes où Metz a exercé un gros pressing en récupérant justement des ballons très hauts. J'ai en mémoire 2 ballons récupérés dans les pieds de Rosario qui auraient pu être extrêmement dangereux. Et puis, eh bien, ouais, à Metz assez entreprenant. Socket, plutôt enthousiaste en ce début de match, a priori. Dans le jeu, en fait, c'est que ceux qui peuvent voir Metz se rendent compte que Metz ne s'est pas créé du jeu forcément. Par contre, là où Metz avait une empreinte assez forte, notamment à la saison dernière, c'est que Metz arrivait bien à récupérer les ballons. Et quand il récupère les ballons, c'est là où il y a un peu danger pour l'adversaire. C'est d'ailleurs le seul, je dirais, à mon sens, moyen où l'adversaire peut être inquiet, c'est quand Metz récupère une balle. Et c'est vrai que tu en parlais à un moment donné quand tu as parlé des joueurs de Metz qui étaient sur le terrain et qui ont été plutôt performants. La doublette Pajot-Traoré,
elle a quand même eu beaucoup d'activités défensives sur ce match. Beaucoup, notamment le jeune Traoré. Et d'ailleurs, très marrant aussi, parce que tu vois, Traoré, t'en parlais, Traoré, j'ai fait la petite analyse. Traoré, en gros, si tu cumules tout son temps de jeu depuis le début de la saison, d'accord, il en est à 9 matchs complétés. Sachant qu'il n'a pas fait 9 titularisations, tu vois, sur 16 matchs où il est apparu, même des fois quelques secondes. Donc, tu vois, c'est un peu pour te dire que ce jeune-là, même nous, de voir que avec autant d'absents, il arrive à avoir un impact dans la récupération. Mais c'est sûr que derrière, tu vois, tu récupères, mais après, il faut créer. Ouais. Et c'est là où Metz a beaucoup pioché, au point, et tu l'as aussi souligné, où je crois que ça a été souligné par quelqu'un d'autre, que Metz a beaucoup tiré à l'extérieur de la surface des frappes de loin. Il y a eu beaucoup de mal, notamment à arriver dans la surface de réparation niçoise, par exemple, quoi. Donc, Donc ça c'est un manquait, peu ce qui était fait. ça manquait d'un Boulaya peut-être à 100% qui fait cette transition-là entre le milieu de terrain et l'attaque, c'est ça que tu es en train de dire? Ouais, mais on l'avait sur le banc ce jour-là. C'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que, en gros, le joueur qui aurait dû normalement jouer si on voulait avoir un créateur comme Boulaya sur le terrain, ce qui a été fait, c'était de mettre Amin Bassi, qui est un peu notre second meneur, un peu dans le même esprit qu'est Boulaya, c'est-à-dire un milieu créatif qui peut faire jouer les autres et qui fait ce lien entre les doubles pivots du milieu, donc Traoré-Pajot et l'attaque. Mhm. Mais du coup, il est parti sur un joueur qui était revenu 2 jours auparavant de la CAN, pas les mêmes conditions climatiques, pas le même mood, état d'esprit, et en plus qui te dit en conférence de presse d'après-match que on l'avait dit à la base qu'il ne serait pas, on l'a dit en gros, ouais, normalement je démarre pas le match. Le mec apprend, je sais pas quand, la veille ou le jour même qu'il démarre le match, pas le bon état d'esprit, et puis Il n'est surtout, pas ouais, prêt. effectivement, Il n'est pas prêt. il est pas prêt. Donc du coup, si tu veux avoir un joueur au profil de Boulaya, il faut que tu mettes ce jeune-là qui en plus a été titulaire la semaine d'avant contre Reims, c'était logique. Et c'est pas ce qu'il a fait. Et Amin Bassi qui n'est pas rentré au cours de Non, cette rencontre alors qu'il était non, plus frais. oui, mais en fait, il fait ce. Pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que Metz a eu un petit problème dans l'histoire, c'est que Metz est revenu au vestiaire avec le 0-0. Et que ça a été dit en conférence de presse d'après-match que le staff, et je crois même plutôt c'était dit Antonetti, parce que Antonetti était suspendu durant ce match, c'était l'adjoint qui était sur le bord du terrain, que Antonetti avait demandé à faire rentrer donc Chipembe en tant que milieu gauche, ce fameux côté que je vous disais qui est exploité en première mi-temps. Et le message est clair, c'est tout défensivement et offensivement, on va jouer avec la chance. Alors que c'est sûr que naturellement, si tu veux mettre un peu plus d'impact offensif, tu fais rentrer Bassi parce qu'il fait ce lien entre le milieu et l'attaque. Et le problème qu'il y a, c'est que Metz chope son but à la 58e, 59e, Mhm. Ouais, c'est le ça. premier. Et du coup, ça tue dans l'œuf le plan. Parce que tu viens de faire rentrer un joueur avec un profil beaucoup plus défensif que créatif. À moins que tu décides de le faire ressortir derrière en étant un petit enfoiré. Ce qu'a fait Antonetti en début de saison avec un des joueurs, il l'a fait rentrer 10 minutes, puis il l'a sorti. Il aurait pu le refaire, mais je pense qu'on l'a assez souvent reproché que ce n'était pas la bonne méthode. Mais il aurait dû changer tactiquement, sortir un défenseur, et tu fais rentrer ce jeune Bassi, créatif, offensif, pour essayer d'aller au moins égaliser. Là, vous avez très bien vu qu'Antonetti est resté à 3 défenseurs derrière, toujours avec aucun lien entre le milieu et l'attaque. Et vas-y que je te fais des petits drops du défenseur central vers devant. Démerdez-vous, pick and Et rush. puis Todibo Dante se régale quand c'est Mais bien quand sûr, c'est ce style de jeu-là, derrière ça se régale. bien sûr. Et c'est ce que je vous disais au match aller, le fait que Metz marque, quand Metz marque et que Nice n'a pas encore marqué, configuration parfaite pour Metz, parce que Metz n'a plus besoin de chercher à marquer, entre guillemets, dans leur état d'esprit. En gros, on tient le score. Et Nice doit par contre chercher à marquer. À partir du moment où Nice ouvre le score, le jeu n'est plus du tout le même avec les compositions tactiques en place, notamment côté messin. Et là, Metz doit chercher à marquer. Sauf que, comme je vous l'ai déjà expliqué, Metz n'arrive pas ou a vraiment, vraiment du mal à chercher à marquer. Et avec le 11 que tu avais à ce moment-là, à la 60e, tu n'avais aucune chance de pouvoir revenir, de pouvoir même revenir à une égalité. Mais tu parlais justement de... Mais justement, il me semble que c'est Vas-y, Valentin. Vas-y, il me semble que Valentin, je c'est t'en un prie. des adjoints de Metz qui parle Hmm. après le match, qui dit que justement on pouvait espérer de mieux, Bien sûr. c'était un 0-0 et que
Hmm. bah, ça s'est vu de toute façon dans les changements, etc. Et bah, ils n'avaient pas envie Ouais. d'aller chercher les 3 points, quoi. Et ça Et s'est je te dis clairement, tout de clairement suite, vu, quoi. moi personnellement, évidemment que nous, ça nous révolte d'entendre ça, mais tu vois, je veux dire, c'est une mentalité qu'il exprime en conférence de presse qui, encore une fois, se ressent depuis le début de la saison, où la volonté, à un moment donné, de ne pas chercher plus que ce qu'ils ont à la santé, aboutit à ça. Et donc, quand il parle de ça, il parle surtout de son changement qu'il fait à la mi-temps, donc en faisant rentrer ce joueur au profil un peu plus défensif que ce que pourrait faire Bassi. Et ça traduit cela, la volonté de se dire, de toute façon, derrière Nice, même s'ils ont des occasions, et pas non plus, ils n'ont pas 20 occasions dans la première mi-temps, en réparant ce côté gauche avec un seul joueur au profil défensif, on va colmater le côté gauche de Metz. Ouais, c'était du pragmatisme plus qu'autre chose, quoi. C'était pas Voilà. une ambition dans le jeu. Non, non, c'était clairement pas une ambition dans le jeu, en tout cas pas avec ce changement-là. C'est pas une ambition que tu exprimes. Et donc, effectivement, ce qu'ils font traduit ce que dit Valentin, ses propos en conférence de presse, qui, pour tout fan de football qui se respecte, est évidemment c'est juste à la limite de l'indignité, quoi. Mais bon, ça. Ah, mais quelqu'un, un coach, un joueur, un président, peu importe, qui te dit qu'il joue au foot sans chercher une seule fois à gagner, ça pose toujours problème. Voilà, quoi. C'est le genre de personne ne mériterait pas d'être à la tête de club de football. Mais Pas d'équipe, en tout tu cas. vois, Socket, quand je t'entends parler, je m'étais fait aussi cette réflexion-là, mais là c'est plus prononcé, c'est que tu parais résigné. Et résigné finalement au même titre que le staff dans ses déclarations. Quand il y a un manque cruel d'ambition de gagner, c'est que tu n'estimes peut-être pas avoir les joueurs ou le niveau nécessaire pour jouer en Ligue 1. C'est juste qu'ils ont une. Encore une fois, tu as des gens aujourd'hui qui dirigent cette équipe qui n'ont pas de réelle ambition tactique avec l'équipe qu'ils ont, tout simplement. Voilà, c'est juste Antonetti choisit ses adjoints, hein, donc je pense qu'ils partagent tous la même mentalité, sinon ils ne le choisiraient pas. Et c'est l'ancienne mentalité du football qui aime pas trop innover, qui est très très à l'ancienne, quoi, et qui se base sur, et ce que je disais la dernière fois, se base sur les individualités de chaque joueur pour compenser le manque de travail collectif de l'équipe. C'est tout. Et donc c'est pour ça que, tu vois, et le symbole de ça, vraiment qui symbolise très bien ça, c'est que tu es prêt à mettre un joueur qui est revenu la veille ou 2 jours avant de la CAN, qui est à allez quoi, 50%, 40% de ses moyens, d'accord, parce que tu sais que c'est en gros un mec qui individuellement Hmm. peut t'apporter un miracle. Donc tu en viens totalement, entre guillemets, à sacrifier son Tu perds apport de la collectif. lucidité, tu perds de la lucidité finalement. Ouais, Tu sais tu perds très de la bien que tu vas lucidité et revenir. tu préfères miser sur un miracle plutôt que sur quelque chose, sur un ensemble collectif, en disant on va faire quelque chose collectivement sur ce match pour essayer de faire quelque chose. Donc tu préfères jeter ça à la poubelle et miser sur des joueurs qui, même à moitié de leur capacité, parce que tu sais que potentiellement ce mec-là, un Boulaya, peut te mettre un coup franc direct, comme c'est arrivé cette saison. Et Et puis, donc tu auras ce miracle. quel message tu envoies aussi aux joueurs qui s'entraînent au quotidien à l'entraînement, qui voient alors le joueur, sans doute l'un des joueurs les plus talentueux, arriver, revenir du Cameroun. Bon, c'est vrai qu'en termes peut-être ne serait-ce qu'équité, d'équité, oui, ça paraît un peu compliqué. D'autant plus que, pour en revenir au match, tu parlais d'ouverture du score à l'heure de jeu, ça intervient dans un moment où Nice est en difficulté à la reprise de la seconde mi-temps. On a eu quand même un passage d'une bonne dizaine de minutes un peu compliqué où tout passait sur notre flanc gauche, hein, encore que le flanc gauche était un peu le côté en difficulté des deux équipes, du moins sur cette période-là. Amavi a été extrêmement sollicité et on en reparlera peut-être plus en détail lorsqu'on Pas décryptera. aidé par, Exactement, Calvin Stengs. exactement. Là, Calvin, avec tout l'amour que je lui porte, je veux dire, si on a autant Et- souffert sur cette période-là, c'est parce qu'il trottinait. Les replacements défensifs étaient trop légers et il y a eu des débordements, notamment de Delaine. Il y a eu des situations qui pouvaient être dangereuses. Et je pensais vraiment que à ce moment-là du match, on aurait craqué. Si ce match avait eu lieu il y a 4 mois, Alric, je pense qu'on aurait encaissé un but. Oui, bien sûr, évidemment. La confiance n'est pas la même. Je
pense qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, l'équipe de l'OGC Nice a peut-être pris conscience ou est en train de prendre conscience de son potentiel et de ce qu'elle peut réaliser en fin de saison. Il n'y a qu'à écouter la déclaration de conférence de presse de Christophe Galtier qui dit très clairement, la veille, mes joueurs ont regardé le match de Marseille, ils ont vu Marseille gagner, ils ont vu leur deuxième place partir, ils avaient qu'une envie, c'était d'aller sur le terrain pour récupérer leurs biens. Et donc là, ça témoigne, si tu veux, et ça se voit sur le terrain depuis la phase retour, que l'état d'esprit est en train de changer. Il nous a fallu une demi-saison pour ça. Concernant Calvin Stengs et concernant ce côté gauche en difficulté, j'ai été parmi ceux qui l'ont tweeté pendant le match. Calvin, c'est un très bon joueur offensif qui, malgré les difficultés qu'il a pour s'adapter et puis après avec ses blessures, avec le Covid et tout machin, a quand même réussi à se créer des occasions en première mi-temps et à se montrer en première mi-temps parce qu'on joue avec lui. Mais il avait un gros problème et c'était là qu'on voyait le manque par rapport avec Justin Kluivert, c'était que Calvin en défense, il trottine, il défend pas. Alors que Justin Kluivert, il remonte à toute balle, il met un coup d'épaule et c'est terminé. Et c'est là, si tu veux, qu'on voit qu'il ne faut pas qu'on cumule trop de déficits sur ce côté gauche, que ce soit au poste d'ailier ou de latéral, parce que ça peut vite devenir compliqué. Encore que le recrutement d'Amavi nous fait encore beaucoup de bien, parce qu'il permet à Melvin Barr de pouvoir revenir tranquillement, parce que Melvin Barr a été excellent en première partie de saison, mais il est jeune, et il a eu des trous d'air. Et il n'était pas aidé parce que Hassan Kamara, c'était pas du tout le joueur qu'il fallait pour le suppléer. Là, tu te retrouves avec Jordan Amavi, qui lui a le niveau, l'expérience, et qui petit à petit revient. Le gars, il a eu le Covid, il est obligé il est au repos forcé, il sait très bien qu'il va pouvoir revenir tranquillement. C'est clair que sur le poste d'ailier gauche, excepté Justin Kluivert et Alexis Clomoris qui rentrent beaucoup trop peu, on est en manque pas de talent, mais d'un joueur sur ce poste-là que j'aimerais bien qu'on arrive à justement combler au mercato. On verra ça dans la dernière semaine. Il y a une folle rumeur qui parle de Brahimi, d'Angers, qui pourrait se faire. On verra bien ce que ça donne. Mais Apparemment, voilà, c'est plus qu'une rumeur, Alric. c'est plus qu'une rumeur. Hein. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, on parle d'une rumeur, d'un intérêt de Metz pour Claude Maurice en prêt. Ouais, mais tu sais, le genre. Je dis rumeur parce que je sais qu'un journaliste local a dit que, à ce qui paraît, Metz n'est pas sa priorité, mais que certains. Il a raison, entre la Côte d'Azur et le Brouillard. Et j'ai vécu près de Nice, comme vous le savez, donc je sais de quoi. Non, mais je comprends blague la à part, chose. je pense que concernant Claude Maurice, plus le temps avance, plus ce sera gagnant pour nous, parce que s'il devait partir, il serait parti presque au début du mercato. Ouais, mais si tu récupères Brahimi, alors là on fait un petit aparté, mais si tu récupères Brahimi et que tu lâches, là on parle de sommes allant de 7 à 10 millions d'euros, Brahimi c'est un joueur qui peut jouer sur les C'est un pur ailier, hein, par contre. Hein. Alors ça peut jouer, voilà, il peut jouer sur les deux ailes. Il est autant à l'aise à droite que à gauche. Typiquement dans le style de jeu de Galtier, c'est plus cohérent de miser sur un joueur comme ça, mais que va devenir Claude Maurice en fait? Parce que, Kluivert est le numéro 1. Derrière, du coup, tu peux mettre Brahimi. À droite, Stengs, Boudaoui. Ou alors, tu mises plutôt sur un. Merde, comment il s'appelle? Brahimi à droite. Et Boudaoui plutôt axial. Je sais pas, mais. Moi, ça Ouais, pose, mais ça, Boudaoui, ça non, pose mais question là, sur Claude Maurice en fait. sans rentrer trop dans les détails, parce que c'est pas le sujet, mais Boudaoui axial, ça n'a jamais, et ça ne le sera jamais, la priorité de Christophe Galtier. Il l'a très bien dit à son arrivée. Boudaoui, je dois en faire mon Renato Sanchez comme je l'avais à Lille. Et bon, moi, ça me fait sortir les boutons quand je vois Boudaoui à droite, mais parce que pour moi, c'est pas ce qu'il doit faire. Mais bon, après, je suis pas coach, donc bon, j'ai pas de légitimité pour dire que c'est pas bien. Mais enfin voilà. Tout ça pour dire quoi? Que Calvin Stengs, oui, défensivement, c'est compliqué. Que malgré tout, je l'ai quand même trouvé intéressant offensivement. Mais que voilà, on manque, je pense, sur ce côté gauche de plus de poids offensif. Mais malgré tout, bon voilà, on a vu une équipe de OGC Nice qui a su exploiter ses forces et comme je le disais,
qui a quand même montré une certaine maîtrise. Bon, bien sûr que tu maîtrises pas pendant 90 minutes pleines, et heureusement, sinon ça voudrait dire que tu joues face à des plots. Mais, euh, mais voilà, je pense pas qu'on ait été trop en difficulté sur ce match-là. Et malgré tout ce qui a pu se passer en termes d'arbitrage, le terrain qui était pas bon pour les deux équipes, eh ben, on a quand même réussi à tirer notre épingle du jeu. Et c'est vraiment de très bon augure parce qu'on est dans une période, en ce moment, Paris excepté en Coupe de France, où tu dois faire le plein de points avant d'attaquer un mois de février, enfin à partir de fin février, début mars, où ça va devenir très très compliqué. Valentin, tu parlais tout à l'heure de, de changement tactique. Moi, j'aimerais te poser une question par rapport au positionnement de Stangs. Techniquement, il n'y a rien à dire. Il est propre, il a un apport, mais ce qui lui manque dans son jeu, c'est, je pense, deux choses qui sont assez liées. C'est la dimension physique, le rapport au duel, on va dire, et la deuxième chose, c'est le volume de jeu. L'accumulation des efforts comme peut le faire Kluivert. Est-ce que l'idée, ce serait pas de le reconvertir d'une certaine façon dans une sorte de Yazice enfin, de l'année dernière où voilà, qui jouait dans une sorte de 9,5, 10 en soutien de tantôt Jonathan David, tantôt Ilmaz. Je pose la question. Hein. Je sais qu'il est rentré dans ce poste-là à Brest. Moi, je, Et contre Nantes, si je me trompe pas, bah, aussi. je pense que de toute façon, pour jeter, il a clairement un manque d'explosivité comparé à Justin Kluivert, notamment. C'est clair que techniquement, balle au pied, on le voit le toucher de balle, le contrôle de balle, ça c'est un jeu d'enfant pour lui, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que dans ce dispositif-là, sur un côté, c'est pas sa place et ça se voit. D'ailleurs, il a du mal à gratter des minutes de jeu, même s'il a été blessé, c'est vrai, mais je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant ouais, en 9,5, 10, parce qu'il a une très bonne vision de jeu. Il sait ce qu'il fait, il peut donner des bons ballons, mais c'est clair que pour moi, il a pas, en tout cas pour l'instant, là, de ce qu'on a vu, il n'a pas les qualités pour jouer sur le côté. Il manque d'explosivité et bon bah là, contre Metz encore plus parce il joue à gauche, c'est pas avec son poste. Et en plus, comme on l'a dit brièvement, on y reviendra, bon bah le terrain, ça l'a pas aidé Après, non plus, quoi. si je peux me permettre de rebondir sur ce que j'ai entendu ce matin, par exemple dans Avantinissa, faut pas oublier que Calvin Stanks, c'est un joueur qui a été recruté cher, mais qu'on a acquis sur plusieurs années, qui, bien sûr, qu'on aurait aimé qu'il soit opérationnel tout de suite, qu'il fasse des étincelles comme il l'a fait à la Z juste avant, mais c'est un joueur qu'on va pouvoir prendre le temps de développer. C'est un joueur qui va pouvoir avoir le temps de s'acclimater à la Ligue 1, à son club, à son coach, à ses coéquipiers et prendre la mesure de ce qu'on lui demande. À la différence, par exemple, d'un Justin Kluivert, qui est un petit peu, si tu veux, dans sa dernière chance en Europe, où il a raté son passage à la Roma, il a raté son passage à Leipzig, et sorti, si tu veux, de l'Ajax qu'il a tant aimé et qu'il a formé, il n'a jamais montré toute l'étendue de son talent. Aujourd'hui, on a la chance qu'il se plaise à Nice et que ça marche pour lui en plus, parce qu'il est exceptionnel, Justin Kluivert, depuis son retour de grosses blessures. Et j'espère qu'on arrivera à lever l'option d'achat. Mais on a quand même deux joueurs, si tu veux, qui sont dans des états d'esprit totalement différents parce que le temps et comment dire, l'obligation, la pression n'est absolument pas la même. Je pense que Calvin Stanks n'a pas la même pression que Justin Kluivert, à juste titre. Je suis totalement d'accord avec toi, Alaric, par rapport C'est vrai. justement au contexte qui est très important dans la carrière d'un joueur. Et effectivement, Kluivert, finalement, le Il gars. n'a pas le temps, Kluivert. Il faut que ça marche tout de suite, Ouais, sinon Kluivert, c'est horrible. c'est si je fais une belle saison, clac, il y a l'option d'achat qui saute, je m'inscris dans un projet et puis je me relance véritablement parce que ça fait depuis mon transfert à la Roma que je suis pas bon. Alors que Stangs, bah voilà, déjà c'est pas le même profil et puis on sent que le Et club, puis, ouais, et puis il sort de son club formateur à la Z, c'est donc c'est ça. un début de carrière pour lui, sans manquer de respect au championnat néerlandais que je ne connais pas suffisamment pour pouvoir le juger. Je pense que ouais, sa carrière débute réellement maintenant, enfin
en France, quoi, chez nous. Donc, il a tout le temps. Franchement, il a tout le temps. Moi, j'ai un peu de mal avec les gens qui disent que. Alors, oui, il n'est pas au niveau, c'est clair, mais c'est normal. C'est tellement normal. Il n'est pas au niveau parce qu'il est tout jeune, parce qu'on l'a payé cher, parce qu'il doit avoir il a un agent très influent, il doit avoir la pression de son transfert, alors que ça doit lui passer par-dessus la tête. Ça il doit oublier tout Et ça. Et c'est pour ça. je pense que ça lui passe au-dessus de la tête parce que ça se voit dans les abgym, même la cohésion qu'il a avec le groupe. Enfin, Ouais, bien sûr. Après, il est il bien s'entend entouré, très hein. bien. Tu vois, il est pas à part, c'est pas la petite pépite à part qui arrive pas à faire ses matchs. Non, Non, il est bien sûr. inclus, quoi. Après, il est bien entouré. Tu vois, c'est une très bonne chose d'avoir gardé, j'allais dire Steven Kluivert, mais non, Kasper Dolberg. Donc, c'est absolument pas ce que j'avais en tête, mais et c'est très bien d'avoir gardé Kasper Dolberg. C'est très bien d'avoir des joueurs comme Rosario, comme Justin Kluivert qui parlent la même langue, qui sont issus du même pays, à part Kasper Dolberg, mais on va dire que c'est la même chose parce qu'il a joué aux Pays-Bas. Donc, tout ça, ça crée quoi? Ça crée un noyau qui fait que ils ont chacun l'opportunité de s'intégrer. Et récemment, même si c'est la communication parce que ils peuvent pas dire autre chose, Justin Kluivert, on lui a posé la question, vous vous sentez comment à Nice? Lui, il a dit que sportivement, il était content. Mais ce qui fait plaisir à entendre, c'est qu'il a même dit que dans la ville, il se sentait bien. Dans l'environnement dans lequel il est, il se sent bien. Et ça, je pense que je le reviens toujours sur cet exemple-là, mais le football, c'est 80% dans la tête et 20% dans les pieds. Oh, j'irais même plus. 90-10, non? C'était Ludovic Urbania qui disait ça dans un live de Ice Foot. Il disait 80% dans la tête, 20% dans les pieds. Si t'as le talent, mais que t'es pas bon dans ta tête, c'est pas bon. Mhm. Mais pour revenir au match de Stanks, sa première mi-temps, elle est plutôt Elle est bonne. correcte. Elle est plutôt Ouais, bonne, je trouve. Enfin, pas à elle son est très poste, correcte. pas à son poste. Il récupère bon quelques ballons. Il est entreprenant. Il Euh, se il- montre, on le voit. C'est ça qu'on le voit voilà. sur cette première mi-temps. Il a une grosse occasion où il a une demi-volée à faire qui est pas évidente, qui est sauvée par Caillard. Moi, franchement, sur cette première mi-temps, je suis pas transcendé, mais je suis plutôt rassuré, en fait. Bah, disons que, après je vais laisser la parole à Valentin parce que je parle énormément, mais disons que s'il n'était pas en confiance du tout, cette demi-volée, il la tente même pas. C'est vrai qu'après, moi je suis d'accord, il fait une bonne première mi-temps. Après, comme je disais, voilà, je crois que c'est en deuxième mi-temps aussi où il est servi par Gouiri. Le ballon est pas terrible parce que je crois qu'il y a un rebond avant. Mais pareil, là, à En ce première moment-là, je mi-temps, pense c'est qu'il quand peut il avoir une rate occasion son marquée. centre, il rate après totalement Mais son contrôle et son centre. Je crois que c'est en première mi-temps. ouais, ouais, voilà. Ouais, je sais plus exactement quand il est dans le match, mais là, pareil, ça peut être une grosse occasion pour lui. Il est là, il est bien placé. Et si le ballon arrive bien, je pense que bon, bah, ça peut faire une très grosse occasion, voire but. Et ouais, après, c'est vrai que dans la commu en général, il y a quand même des Trop vite. attentes qui sont, comme tu disais tout à l'heure, les gens veulent tout de suite. Et du coup, bah, c'est compliqué d'avoir un joueur à 100% de sa performance aussitôt, surtout qu'il y a un nouveau championnat, il y a un système qui est compliqué, hein, parce que le système de égalité, c'est pas simple. Mais moi, j'y crois en Calvin Stengs, je pense qu'il va nous apporter quelque chose. Après, sur les côtés ou dans l'axe, je sais pas, mais je crois en lui et je pense il aura une bonne Surtout qu'il carrière faut pas oublier pour la il suite. arrive quasiment blessé à l'OGC Nice. Enfin, il fait un match de préparation où il montre tout l'étendue de son talent. On voit que le mec, il repique dans l'axe. Sur son côté droit, il repique dans l'axe. Il fait des passes un peu à la Xavi où c'est millimétré. Tu te dis, oh mon Dieu, c'est quoi cette pipite? Et juste derrière, il se pète et il a du mal à revenir. Et je pense effectivement Mm, qu'il y a, c'est vrai. C'est vrai que cette blessure, elle y joue aussi, hein. il y a la culture de l'instant qui est une vraie plaie, je pense, dans le monde du football et dans la société moderne. C'est une évidence. Et il y a aussi une autre chose, là, qui est peut-être propre à la communauté de l'OGC Nice, c'est qu'on vit avec les fantômes, notamment le fantôme de Miziane Maoulida. À Ah, mais savoir, ça, on est en train de le faire payer à l'Olympique Lyonnais, ça. Parce que si on leur prend Cherki l'année prochaine, ouais, mais si on prend Brahimi, on prend pas Cherki, hein. t'inquiète, t'inquiète, Fournier, il trouvera un deal, il dira t'inquiète. Enfin bon. Euh, Non, mais comme je disais sur Twitter,
C'était un pote à moi qui disait sur Twitter, j'ai l'impression qu'on leur fait un peu trop payer le Kamaolida aux Lyonnais en leur prenant Barre, en leur prenant Guéry, en leur prenant Cherki. Tu vois, on leur fait un peu trop payer, quoi. Mais Ah c'est vrai bah, que bon. Donc, ils ont qu'à utiliser ces jeunes aussi à un moment donné, hein. ah bah attends, c'est clair. C'est Surtout tout, que, hein. c'est historiquement le meilleur club formateur français, si ce n'est l'un des meilleurs en Europe. Et quand tu vois comment ils gèrent leur Bah, ils ont besoin d'argent malheureusement et ils ont pas trop l'opportunité de dire on veut pas parce qu'ils ont besoin de remplir les caisses. Et c'est ce qui me choque en fait sur le fait qu'il y a personne qui dise stop, arrêtez de nous prendre nos joueurs quoi. Non mais attends, enfin là on fait un débat parallèle, mais tu dis ça, mais tu lâches combien pour Reine Adélaïde, tu lâches combien Bah, pour... là ils vont perdre Bruno Guimaraes et potentiellement Lucas Paquetas, ça continue. Alors Écoutez, on verra bien. Pour en revenir au match, donc il y a eu cette ouverture du score de Thuram, nouvelle passe décisive de Amine Gouiri, nouveau but de Thuram qui est donc sur une belle série, hein, qui aussi confirme sa place de titulaire en l'absence de Limina, bon, qui est certes rentré mais qui était absent pour cause de Cannes. Et puis, voilà, peut-être un petit mot, ne serait-ce peut-être sur l'apport de Gouiri, Valentin, et ce but de Thuram. Gouiri que j'ai trouvé, on va dire, enfin, à titre personnel, moyen plus tout le match, mais qui est sauvé par, on va dire, ses stats, hein, parce que lorsque je vois sur Twitter, c'est Bah, Gouiri. je ouais, suis mais d'accord. lorsque je vois sur Twitter l'enflammade Gouiri à la Coupe du Monde 2022, doucement, doucement. Enfin, j'émets quand même quelques Après, ça, réserves. c'est. Bah, moi, je suis d'accord que Gouiri, sans lui, on serait pas arrivé. Ça, c'est clair et net. Il a quelque chose. Voilà, c'est un très bon joueur, mais je pense ouais, qu'il y a quand même une sacrée enflammade. De là à dire qu'il a le niveau pour l'équipe de France en 2022, je suis pas totalement certain. Attention, c'est un super joueur. Prends tes précautions parce Je qu'on l'aime sait jamais, tu vas beaucoup. être brûlé sur la place publique Mais après. Prends tes précautions. voilà, c'est ça, c'est ça. Mais non, non, après moi, oui, je l'adore, mais faut pas non plus s'enflammer à dire qu'il a le niveau équipe de France. Il y a quand même des joueurs qui ont un certain niveau pour jouer sur les côtés. Nkunku, enfin ouais, bref, il y a plein de joueurs. Mais après, nous à Nice, bah, il fait le taf, ça c'est clair, c'est indéniable. Après, c'est vrai qu'il y a certains matchs où il est peut-être un petit peu personnel. Là, dans ce match-là, pareil, il y a des situations où il peut la redonner derrière à Thuram, même la première occasion en première mi-temps où il y a un très bel arrêt du gardien messin, il peut la remettre dans l'axe à Dolberg. Enfin, il a ce côté un petit peu personnel qui, moi, me dérange, mais quand ça passe, c'est magnifique. Donc, après, voilà, quoi, mais voilà, je comprends que ce soit mitigé sur Gouiri. Guri, il a un problème par contre, c'est Donc, bon. et ça c'est pour Deschamps, c'est malheureusement un peu rédhibitoire, j'ai l'impression, c'est que quand tu n'as pas une grosse expérience européenne, tes chances d'aller en équipe de France sont très très faibles. Parce qu'en gros, Deschamps n'a pas une base sur laquelle se dire est-ce que ce joueur est bon face à des joueurs de niveau Attends. européen. Deschamps nous a montré qu'il avait un fanion de l'OGC Nice chez lui quand il a fait les vœux pour 2022. Alors il n'y a pas de nous la faire à l'envers, hein. Non, mais quand tu regardes bien, c'est très rare les profils de joueurs arrivant en équipe de France qui Non, n'ont mais pas je une suis d'accord expérience avec toi. Je européenne. suis d'accord avec C'est toi. Bon, très ça très sera rare. réglé l'année prochaine, hein. Ouais, non, mais c'est ça, ça peut être. Mais c'est pour ça que je dis que c'est là où même quand tu es un bon prospect, même un très bon joueur, même d'un championnat comme il est actuellement, le fait que tu n'aies pas cette expérience européenne, pour Deschamps, c'est un frein où il se dit j'ai pas envie de tenter par rapport à ça, quoi. Je suis pas. Alors, Ouais, non. je m'excuse, je suis pas forcément d'accord parce que justement dans le débat par rapport à la sélection de Gouiri à la Coupe du Monde, ça parlait de Jonathan Iconé, ça parlait de Marcus Thuram. Lorsque Bah, Iconé il y se a fait des joueurs qui ont joué avec des champions, hein. alors Marcus Thuram avec Avec Gladbach. la Ligue des Attends, Champions avec Gladbach quand il se fait Alors, appeler. Ouais. Bah oui, c'est la saison dernière. je suis sur le coup, je vous dis ça. Peut-être bien, Après, peut-être bien. je vais vérifier Mais ça. en tout cas, moi j'ai le. Gladbach, ils ont joué la Ligue des Champions l'année dernière et c'était au sortir de sa grosse saison d'ailleurs avec Gladbach et Plea aussi. Alors, Non, non. j'ai les stats. Il a fait 8 matchs de Ligue des Champions à Mönchengladbach, donc la saison dernière. Ok.
2 buts, 4 passes D. Et il avait aussi également 6 matchs d'Europa League saison 2019-2020. Quoi. Mais il sortait d'une très grosse saison avec Gladbach d'ailleurs. Ouais, bah, Donc, saison Et cette année, 2022-2021, ça se il passe fait comment, 29 matchs. Socket? Est-ce que tu as les stats de cette année? Parce que c'est Bon, intéressant aussi de voir un peu comment. Ah, il est à 12 matchs joués, 0 but, 0 but. Mais le problème qu'il y a, c'est que, en fait, il faut comprendre que Deschamps a aussi un sorte de. C'est pas un passe-droit, mais en fait, il a besoin, entre guillemets, d'avoir. Quand il appelle un joueur, j'ai l'impression qu'il a besoin d'avoir. Si le mec, au niveau européen, a fait des choses. Et à partir du moment où il est intégré dans le groupe, il voit ce qu'il donne. Et même si il peut avoir un creux, il est capable d'appeler des mecs, des fois, qui ont des creux au niveau de performance parce qu'il les a vus Giroud. bien s'intégrer au groupe. Ouais, mais Giroud. et c'est ça, c'est qu'en fait, dès qu'il voit un jeune ou même une personne qui s'est bien intégrée dans un groupe, il sait que, et il a fait, Giroud en a un exemple, il y a d'autres joueurs, par Sissoko. exemple, Sissoko en est l'exemple parfait, où en fait, dès qu'il voit que si ces jeunes se sont bien intégrés dans le groupe, entre guillemets, le facteur performance en club est un petit peu moins élevé dans la décision de le prendre ou pas. Par Parce contre, qu'il a toujours dit que c'était pas les meilleurs joueurs sur le terrain qu'il C'est ça. voulait. Il voulait les meilleurs joueurs pour constituer un groupe. c'est ça. Mais par contre, quand tu veux faire la première entrée de ce jeune-là dans l'équipe de France, la première entrée, il se base sur la performance. Ouais. Ou en tout cas, sur des références de performance. Et ces références de performance-là, bah, les plus, on va dire, proches de l'objectivité, ça va être les matchs européens, en fait. En gros. Ouais. C'est triste, hein, mais j'ai l'impression que lui fonctionne comme ça. Je crois qu'il y a peut-être que Pavard, finalement, par exemple, dans les joueurs qui. Ou même des Pavard, par exemple, qui, quand il arrive en équipe de France, il n'avait pas fait. Il n'est pas fait l'Europe, puisque je crois qu'il est pris quand il est encore à Stuttgart. Hein, Tout à fait. par exemple. Oui, tout à Donc, fait. il y a très très peu de cas où des mecs où ils ne se basent pas sur ça. Par contre, après, quand ils sont venus une première fois, là, par la suite, ouais, comme je dis, cet aspect performance, il est un petit peu moins élevé dans la balance. Non, c'est assez juste, mais j'ai aimé quand même des réserves parce que je me rappelle très bien de la sélection de Jonathan Iconé, qui, je crois, marque lors de sa première ou peut-être lors de sa deuxième sélection, lors d'un rassemblement. Et c'était la période où il marchait sur l'eau avec Lille. Bah, ils ont été champions après, juste derrière. Est-ce que c'est cette saison-là? Je crois. Hein. Est-ce que c'est pas il y a 2 ans? C'est pas lors de la saison 2019-2020? De quoi où il marque avec l'équipe de France? Ouais, je crois que c'est septembre-octobre 2019. Il marque, je peux vous dire, lors du match contre l'Albanie, on est en 2019, le 7 septembre 2019. Donc c'est l'année où Lille finit deuxième, c'est l'année Covid, et c'est l'année où Iconé est très bon. Mais par contre, souviens-toi, Alric, lorsqu'on avait discuté avec Erwan, qui parlait d'Iconé, Iconé qui l'année dernière, bon, c'est pas l'un des meilleurs. Hein. Et puis là, il est parti. Donc, il faut aussi se poser la question de comment le joueur va encaisser une sélection. Thuram, là, tu me dis, là il est en difficulté, ça parle de transfert. Voilà, moi je. Il n'y a qu'à voir à Lens, bon, c'est un débat parallèle encore, mais à Lens, Jonathan Klaus, qui a fait un début de championnat très intéressant, meilleur passeur de Ligue 1. À partir du moment où le hashtag Klaus en équipe de France est sorti, le mec, il a perdu les pieds. Ouais, non, mais je pense que les joueurs, ils le sentent. Et ça peut, je pense, la plupart du temps, être surtout négatif que positif. Après, on verra bien. Hein. Moi, je serais ravi de voir Gouiri à la Coupe du Monde, mais j'ai du mal à y croire. Mais mine de rien, si vous me le permettez, on peut émettre toutes les critiques qu'on veut avec Gouiri, mais malgré tout, il y a un truc qui parle, c'est les chiffres. Et le mec, tout l'aspect croqueur qu'il peut avoir en première mi-temps contre Metz, mais il finit quand même avec un but, une passe D. Et depuis le début du championnat, il est à 10 buts, 7 passes décisives. C'est le dénominateur commun de notre attaque. Ça veut dire que quand Galtier il fait son équipe, il dit pas qui c'est que je mets devant, non, il dit qui c'est que je mets à côté de Gouiri, parce que c'est le seul profil que nous avons. Et c'est pour ça qu'on voulait prendre peut-être Cherki, parce que c'est le seul profil que nous avons qui sait jouer entre les lignes. Parce qu'Andy Delors, il joue pas entre les lignes, mais il a une grosse activité, mais il ne casse pas de ligne, il ne se met pas au milieu des défenseurs ou des milieux de terrain pour perturber. Kasper Dolberg, j'en parle même pas, c'est un renard des surfaces. Donc on n'a pas de profil autre que Gouiri. Donc c'est notre dénominateur commun. Il porte l'attaque de l'OGC Nice depuis 2 ans. Il faut quand même se rappeler que quand il arrive à Nice, il n'a aucune référence en Ligue 1. Qu'il démarre sa carrière en pro à l'OGC Nice quasiment. Donc
Effectivement, on peut avoir toutes les réserves du monde parce qu'il est encore perfectible sur de nombreux points. Mais il a quand même une confiance et il est quand même au-dessus largement de 3/4 des équipes de Ligue 1. Parce que regarde, le mec, il a loupé 2 pénaltys où il les a bien tirés à côté. Hein. Il tente une Panenka dégueulasse, mais il la tente. Ça veut dire que le mec, il a pas de problème de confiance en lui, quoi. Je l'ai prévu, hein. Je l'ai prévu, je m'en Ouais, ça, souviens, c'est j'ai sûr. dit c'est Panenka et c'est obligé, il va. Je l'avais prévu dans C'est le ça moment où qui il tire. c'est ça qui fait Ouais. de Guiri un joueur particulier. Mm. Le mec, il peut finir à 15 buts, 10 passes décisives. Qu'est-ce que tu veux dire de sa saison? Non. Alors ouais, il aura croqué des matchs. Ouais. Et Galtier aura su le gérer parce que Galtier n'a pas eu peur quand il le fallait, après ces 2 pénaltys ratés, à le mettre sur le banc, notamment contre Paris au Parc, où le mec il rentre pour les 10 dernières minutes. Parce que en fait, c'est comme ça que fonctionne Galtier. Il n'y a aucun joueur qui est indispensable. Oui, et puis c'était une dynamique aussi où Gouiri n'était pas forcément dans son assiette. Et malgré le fait que ce soit un prodige, que l'année dernière il ait tenu l'attaque de Nice sur ses épaules, eh bien voilà, je te mets sur le banc à Paris. Et. Enfin, je veux Mais ouais, dire, mais qui je fait trouve, ça? je trouve qu'en termes de Si- si- gestion humaine, c'est très, très bon en fait de faire ce genre de Si choses. c'est pas Galtier, qui fait ça? Qui se prive de son meilleur joueur? Personne. Vieira. Non, mais Vieira, il aurait pas eu Gouiri. Ah, si, quoi, c'est une connerie. Mais non, mais qui fait ça? Qui se prive de son meilleur joueur si c'est pas Galtier? Personne. Personne. Qui c'est qui va dire oh ben je vais mettre Gouiri sur le banc face à Paris? Bah non, on a besoin de marquer. Donc non. Hmm. Non, mais c'est pour ça. Gouiri, il est perfectible, il fait des erreurs, il croque un peu la feuille de match, mais à côté de ça, il finit avec une passe D et un but, et puis tu gagnes 2-0 et il est impliqué sur les 2 buts. Puis il y a quelques années, vous êtes passé par Alassane Plea qui croquait tout le temps devant le but, hein, donc forcément. Mais qui a fini par être un de nos meilleurs buteurs aussi au final, hein, Mm. parce que quand il part de l'OGC Nice, c'est un buteur en puissance. Hein. Je peux te garantir moi, quand j'étais Il au avait stade mis à un Nice, triplé, hein. Il avait mis un triplé Ouais, à ouais, Metz. triplé face à Metz. Ouais, Ah, moi, Metz. j'ai vu Allianz Riviera quand j'étais à Nice. Je vous garantis que Plea, quand il croquait ça, c'était lourd. Hein. Je me suis dit, Ouais. les supporters niçois, ils doivent souffrir avec. Mais du coup, quand tu vois la suite derrière, tu te dis, bah. Voilà quoi. Encore Ouais. un jeune de l'Académie lyonnaise qu'on est allé piquer oui. et qu'on a su développer et Finalement, c'est revendre. qui le meilleur centre de formation hein? Ouais, mais bon. Et puis vous avez aussi Ben Arfa, donc du coup. Ah non, mais Ben Arfa, on ne peut pas en parler parce que Ben Arfa, il a fait la meilleure saison de sa carrière de toute sa vie chez nous. J'étais là. Donc Mais je après, il a dit je qu'on peux était témoigner. une ex chez qui il fallait pas retourner, tu vois, Mm. donc bon. Ouais, mais c'est dommage. On a parlé de Gouiri, comment ne pas parler donc de ce. Todibo Dante. Non, mais surtout de ce deuxième but, de ce penalty et de cette clownerie arbitrale. Alors je ne sais pas si le terme clownerie est référencé Allez, vas-y, dans. tu le remets en jeu. Dans le relance Larousse, une non, coupe. je le pose. Faudra que je vérifie si ça existe, mais j'ai pas trouvé d'autre terme plus parlant qu'une clownerie arbitrale. Ça va nous donner l'occasion de débattre sur ce sujet. Donc, rappel des faits. Donc, c'est après l'entrée en jeu de Guessant qui est rentré, alors de mémoire, aux alentours de la 70e. Je vais vérifier ça de suite. Guessant, je peux te dire, il est rentré à la 70e, ouais, c'est ça. 70e. Tu peux faire une recherche de clownerie, s'il te plaît, sur le Ouais, Ça s'il te existe, plaît. ça existe, c'est dans le Robert, c'est dans le Robert. Ah, c'est bon ça. Et donc, récupération de Guessant, Gouiri qui remonte le ballon, qui va marquer. Et là, on se dit, attends, moi je me dis à ce moment-là, on a marqué. Ok. Et là, VAR. Mais VAR. VAR normal, parce qu'en fait, sur tous les buts un peu litigieux comme ça, il y a VAR tout le temps. Mais à ce moment-là, je pense que toutes les personnes qui sont au stade ou devant leur télé se disent, mais quel est le moment. Ouais, je me dis peut-être, pour moi, il n'y a pas faute de Guessant. Il n'y a pas faute de Guessant, il récupère. Pour la faute. C'est la faute qui a La faute de été mise Guessant, ouais. en avant. Je crois pas, parce qu'il lève la main vers la main comme ça, l'arbitre. Hein. Oui, à la fin, oui. Et l'arbitre. Il Voilà. signe hors jeu, il signale hors jeu, C'est- mais c'est moi, ça. au début, je pense Non, que c'est pour moi, Guessant. alors moi, je vais vous dire mon Pour la avis. faute. Et là, c'est un peu tricky. En gros, faut que vous remontiez quelques secondes auparavant. C'est l'instant socket, là. C'est- Attention, on écoute. À un moment donné, j'ai revu le match tout à l'heure pour en assurer. À un moment donné, je sais plus si c'est votre latéral droit ou votre central droit qui fait un jeu long. C'est Lotomba. Lotomba, il fait un jeu long
Et en fait, je pense, mais vraiment, si c'est ça, et je pense que c'est ça, parce que j'ai revu aussi même quand imaginons que c'était Guessant qui touchait la balle et que c'était pas le médecin qui la perdait. Guiri, pour moi, c'est trop tricky pour qu'il soit vraiment hors jeu d'air. Moi, je pense qu'il siffle Il y a hors-jeu à ce moment-là. exactement, Oh, parce eh que oui. moi j'ai un arrêt sur image sur ça. Je pourrais vous l'envoyer en off, où vraiment, effectivement, il y a un hors-jeu d'un Niçois sur ça. Non, Et mais en fait, attends, que- attends. Sauf que Le c'est le hors-jeu. médecin qui récupère la balle. Non, Si mais on parle de l'arrêt, si on parle du hors-jeu de Guessant, c'est un scandale parce c'est ce que je qu'il y a pense une aussi. Mais récupération Messine du coup, il entre-temps, revient etc. Et... hors jeu. Mais moi, je pense que c'est ça qui siffle en fait. Pour moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais Même attends. les commentateurs de Amazon Prime n'ont pas compris. Hein. Ouais, je sais. L'action dont tu parles, Socket, Mhm. le long ballon là de Lotomba, Ouais. il Ouais, intervient récupéré par un combien médecin. de temps avant l'action du but? Avant le moment où il récupère 3-4 le ballon. minutes. Non, pas trop. Non, bah non, moins que ça. Non, c'est trop. Non, même pas. C'est genre 4-5 secondes, même pas. Non, Même moins une que ça. minute, une minute. Le Attendez. Non, 17 août 2016, je crois. Attendez. Moi, Alors écoutez, si vous voulez papoter pendant, parce que moi j'ai le lien du replay, si vous voulez papoter, parler du beau temps pendant que je fasse le calcul, mais Non, Non, mais non, t'embête pas. en gros, Mais moi, franchement, je dirais moins de justement, 10 secondes, il se parce joue qu'en fait, une ce qui minute se passe, c'est qu'en maximum. gros, le Messin, en fait, qui reçoit ce ballon long, joue un 1-2 avec un autre Messin, et après le ballon passe sur la droite, et après de la droite, elle revient sur le défenseur Messin qui se fait prendre la balle par Guessant. Il se passe une minute, en gros. Oh, 45 secondes, une minute. Moins que ça. Je pense, faudrait voir, mais franchement, moins d'une minute. Non, mais Largement sûr. admettons, Socket. Ouais. Admettons Mhm. que ce que tu dises, ce soit vrai. Et je te crois, parce que je vois pas l'intérêt. En vrai, je ne sais pas, je fais une théorie Ok. comme vous. Hein, Alors, Alex nous dit Mhm. dans le chat 30 secondes exactement. Admettons. Ouais. Nous, on est téléspectateurs. On est devant notre match. Mhm. À quel moment on nous donne l'information? C'est ça Aucune. qui nous a manqué. À quel moment on nous donne l'information? Peut-être que la décision elle est bonne. Mais nous, on est là, on ne comprend pas. On siffle quoi? On siffle le hors-jeu de Gouiri sur la Eh récupération ben, de c'est tout Guessant? le problème de la on, barre. on- C'est tout le on problème de la barre, ça. on siffle la faute de Guessant? Est-ce qu'on siffle autre chose? Enfin, je veux dire, on est dans une ignorance totale. Et du coup, cette ignorance entraîne ouais, j'ai une incompréhension, mais c'est un synonyme. Mais je veux dire, ouais, un énervement en fait, tout simplement. On est en Bien sûr. manque cruel d'informations sur cette D'autant situation-là. d'autant que ce que il faut savoir, c'est qu'en plus, ça peut avoir un Mais- rôle important. Parce que derrière, là je parle du vu du stade, vu que j'étais au stade, derrière ça redonne. Ça Ça, galvanise, ça ça regalvanise. ça galvanise l'adversaire. Alors, c'est pas passé, mais il y a peut-être des équipes où cette galvanisation, ça peut les pousser à aller encore plus fort. Et derrière, ça peut peut-être mal finir. Tu vois, alors que Ah bah, s'il est complètement. sifflé tout de suite hors jeu, en fait, on repart à un ballon arrêté, hors jeu. Les joueurs sont encore concentrés, que ce soit à Metz ou à Nice, ils sont plus calmes que la galvanisation côté messin, ou même un peu le désappointement ou la petite, on va dire, déception côté niçoise de ne pas marquer le deuxième but, par exemple. Je Donc, crois ça peut être que important. Valentin, tu voulais intervenir. Mais justement, moi hier, ouais, parce que hier, je me suis refait le match justement pour revoir justement ce type d'action, le hors-jeu, le penalty, etc. Et puis même un peu le cadencement du match. Et donc c'est vrai que pendant le match, il remonte un moment l'action, mais il remonte vraiment avant. Donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Et à la toute fin, ils font un débrief. Donc avec les gens qui étaient sur le plateau, je sais plus, il y avait Benjamin Nivet, etc. Et il remonte l'action où Guessin justement récupère le ballon, tacle le Messin, et où Gouiri est retour de hors-jeu, et il montre une photo arrêtée avec les deux lignes, où il montre que Gouiri, à ce moment-là, a allez, le coup d'hors-jeu, C'est et pas ça serait possible. ça Le qui aurait coude, été tu peux pas marquer sifflé. avec le Donc, coude. je sais pas, moi je l'ai revu Le qu'une coude n'est fois pas une partie l'image, prise en mais fait, donc c'est pas non, possible. mais Parce enfin que voilà, c'est que les parties entre guillemets. En gros, la règle c'est que, enfin, moi j'avais toujours retenu la règle comme ça. C'est en gros que les parties avec lesquelles tu peux marquer qui sont prises en compte. C'est pour ça que les bras ne sont jamais pris en compte sur les hors-jeux Alors, notamment. si, détrompe-toi, mais les je bras suis sont pris en entièrement compte. d'accord. Ah bah normalement non. Les épaules. Voilà, c'est que les règles changent et Et les bras aussi, parce d'une qu'il y a eu saison à un cas l'autre comme ça change il y a eu un et cas enfin comme c'est ça en Allemagne qui justement n'a pas été sifflé. Et pourtant, il y avait hors-jeu. C'était ce week-end Borussia Dortmund contre Hoffenheim, je crois. Faudrait que je vois. Où Haaland il marque, il y a hors-jeu, mais l'arbitre siffle pas parce que je sais pas pourquoi, mais il y a hors-jeu. Faudrait que je vois. Mais normalement, les bras, les mains ne comptent pas. Normalement. Après, Enfin,
Bref. À, à, à Mais l'instant T. Oui, je Valentin. vous invite à revoir en tout cas le replay si vous pouvez. Je vous invite à revoir justement donc le replay sur Amazon si vous pouvez à la fin, à la toute fin quand ils font un débrief, ils remontent justement cette image quand Guessant récupère la balle avec la photo et les lignes, etc. Et du coup, c'est Mm. ça qui aurait été sifflé. Et la vidéo, je l'ai C'est revue nulle possible part aussi. d'autre. Donc, Bah, Ouais. ça me je l'ai vu semble que là. plus cohérent déjà de siffler à ce moment-là de l'action, même si c'est extrêmement litigieux parce que Parce qu'on sait pas on finalement. On sait sait pas quelle est pas, la et règle. même si c'est vrai qu'il est hors jeu, ça se joue à des centimètres. Mais voilà, ce que je reproche, moi, dans ce genre de situation, c'est l'absence de communication. Et ça me permet de rebondir sur un débat qu'on a déjà évoqué sur cette émission et qui, pour moi, devient de plus en plus important pour renforcer cette communication, c'est le micro. Le micro. Voilà, l'usage du Ah, micro. ils l'ont, mais il faut qu'ils l'ouvrent. Ils l'ont parce qu'ils communiquent entre eux, mais ils Mm. doivent le rendre public. Et ça, dans les commissions de l'arbitrage, on ne veut pas. Et ça, je le tiens de Fred Arnaud, justement, qui était avec nous sur Copéglon la semaine dernière. Ils ne veulent pas parce que ils pensent que ça va couper, ça va manquer de spontanéité dans le jeu, qu'il va falloir s'arrêter, expliquer, machin, truc et tout. Alors, mais je lui dis, mais au rugby, ça se fait. Il me dit, oui, mais le rugby, c'est un jeu de temps mort. Le rugby, toutes les 10 minutes, il peut y avoir un temps mort, une pénalité, un machin, un truc et tout. Donc, l'arbitre prend le temps d'expliquer. Au foot, c'est censé être super fluide. Tu Hmm. vois Ouais, ce mais que je veux dire? il y a du temps additionnel, donc il y a la règle du temps Ouais, additionnel, mais donc de toute façon, c'est. voilà, le problème, il est là, c'est que tu peux tout défendre. Et le souci par rapport à cette action dont on parle, qui peut faire débat encore pendant 10 ans, et c'est ce que disait Fred Arnaud la semaine dernière, c'est à ce moment-là, qui c'est qui arbitre sur l'action du but refusé? C'est la VAR ou c'est l'arbitre? Parce que l'arbitre, lui, il a accepté le but. L'arbitre de champ, il a accepté le but. Mm. C'est la VAR qui lui a dit qu'il n'y avait pas Mm. but. Il n'est Et pas donc, à allé ce moment, consulter. Hein. non, il n'est pas allé consulter. C'est les gens dans le camion Non, qui en lui ont plus. dit qu'il n'y avait pas but. Je veux dire, il aurait pu de son plein gré aller consulter Donc du pour coup, se... donc, du coup, la VAR n'est plus une assistance à l'arbitrage, mais un arbitrage. La seule théorie où il y a une théorie où il n'a pas été le voir, c'est parce que le hors-jeu est vu par l'arbitre de touche, mais qu'il ne le lève pas tout de suite. Mais non, mais il lève pas du tout l'arbitre. Oui, non, mais encore une fois, il le lève pas, mais tu sais, en gros, il a un doute en fait, et donc il lève pas, il a un doute. Quand Et tu que as c'est le pour doute, ça. la règle, c'est avantage à l'attaque, quand tu as le doute. Ouais, non, mais oui, mais du coup, maintenant qu'il n'existe plus avec la VAR. Ouais. Du coup, et donc le seule raison pour laquelle il n'aurait pas été voir, pour moi, c'est qu'en gros, l'idée même qu'il y ait éventuellement un hors-jeu a été enfin, pas vu, mais supposé ou dans le doute par l'arbitre de champ, par l'arbitre pardon, de côté sur la ligne de touche. Et donc du coup, Ouais. en gros, bah, la VAR confirme une supposition d'arbitre de touche, quoi. Qui dit peut-être qu'il y a hors-jeu, je suis pas sûr. Donc, tu vois, on est encore dans un éternel débat où chacun Hmm, se renvoie la balle. bien sûr. Hmm. Et que tant qu'on aura Pascal Garibian à la direction technique de l'arbitrage, eh bien, on n'aura jamais d'explication des arbitres, on n'aura jamais de micro et on C'est sera ça. toujours en train de dire l'arbitre c'est de la merde, alors que l'arbitre, ben, il essaie de faire son travail avec tout ce qu'il a Hmm. avec lui. Et c'est pas un métier facile, je peux le garantir. Et en plus, c'est que ça enlève de la pression de mettre des choses comme ça, parce que derrière, tu sais que forcément, que ce soit les supporters qui sont même pas au stade, mais même au stade, je veux dire, ça allégerait toute la pression générale, en fait. Mais Là, le fait que les gens tu comprennent. pourrais ne pas être d'accord avec les décisions, du moment qu'elles t'ont été expliquées, tu peux pas dire que tu sais pas. Ouais, voilà. C'est un point de vue, c'est un point de vue, C'est ça. et mais au moins, on a une raison, qu'elle soit. Voilà, quoi. Et après, on peut toujours débattre sur est-ce que la Mais raison ouais. choisie était la bonne, mais au moins, on a une raison. Je suis d'accord. Là, je ne suis même pas sûr que sur cette situation-là, euh, les joueurs aient compris, en fait. Non? Ah, mais c'est sûr que non. C'est-à-dire que Regarde, les joueurs n'ont regarde-nous. pas compris. Les supporters dans le stade n'ont pas compris. Les téléspectateurs dont on faisait partie, donc nous trois, niçois, n'ont pas compris. Et j'aimerais qu'on vienne donc sur l'action de Guessant, parce que pour moi, c'est... Voilà, De la compensation. Alex parle de compensation comme toi, Alric, mais c'est ubuesque. C'est-à-dire que tu
confirme, de par cette décision-là, que tu t'es trompé sur la première. Donc là aussi, penalty, l'arbitre est pourtant bien placé. À vitesse réelle, je me dis qu'il y a faute. Ralenti, putain, la VAR, tu vois bien qu'il n'y a pas faute, quoi. Il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty. Socket, Franchement, il n'y a pas penalty. franchement, il serait en pleine course, franchement, il serait en pleine course, un petit contact comme il y a eu, je peux comprendre qu'il tombe en pleine course, hein, je dis. Là, il vient juste de récupérer le ballon, il se retourne, il est en plein contrôle. Tu vas pas me faire croire qu'un petit contact comme ça, il tombe. Non, mais surtout que tu vois Qui est vraiment monstrueux physiquement. les deux jambes qui se. Ah oui, ça c'est. Non, mais Mais ça, c'est c'est l'arbre qui c'est cache la la forêt conséquence. d'action, en fait. Ça, c'est la Ouais, conséquence du contact qu'il a avec Palo juste c'est avant. ça, exactement. Moi, encore une fois, je vais vous donner mon. J'ai 2 éléments à part ça. Moi, j'ai revu le ralenti sous 2 angles et il y a notamment un où je vois clairement qu'à un moment donné, la jambe de Guessant part un peu en biais. Et j'ai regardé aux deux timelines similaires, mais sous 2 angles différents. Et effectivement, il y a un moment donné, il y a la jambe, le pied de Guessant qui part un peu en biais. Et c'est autre chose. Pajot a pas non plus pété un scandale en disant je l'ai jamais touché. Ouais, ouais, alors ça c'est je recommence. Un argument qu'on m'a sorti, mais que je peux essayer de démonter sans problème, c'est qu'il y a 1-0. Metz vient d'encaisser un second but qui a été refusé, personne ne sait comment. Mhm. On est dans les 10 dernières minutes du match. Je suis pas certain que les Messins soient encore d'une motivation incroyable. Alors, il a pas fait un scandale parce que bon, il se dit bon, il va nous faire un penalty. De toute façon, au point où on en est, on n'est plus à ça près. Franchement, j'en suis là, moi. Ouais, sauf que je peux te recontrer ton argument en te disant que Metz a eu beaucoup d'injustices cette saison sur des décisions arbitrales menant à des pénaltys. Et qu'Antonetti a beaucoup joué là-dessus aussi. Donc, je pense. Et puis, tu sais, c'est aussi une mentalité à un moment donné que quand rien ne va, tu dégaines facilement dans l'injustice. Et donc, moi, je pense réellement qu'il y a eu contact, qu'à un moment donné, la réaction qu'il a en disant comme ça, c'est en mode je l'ai touché, oui, mais c'était pas volontaire. Ah bah C'est ce que je ça, pense. ouais. Voilà, c'est ce que je pense. Et le dernier élément qui fait dans le sens que cette décision de siffler, de siffler une faute, en tout cas, n'est pas si délirante, c'est que, et d'ailleurs j'ai fait un tweet dessus, c'est qu'en 2018, on joue contre Lens en Ligue 2, et une situation qui est quasiment à peu près similaire, où Santon, qui à l'époque jouait à Lens, fait aussi une touchette, mais involontaire, de notre joueur à Metz, et notre joueur de Metz fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il se tape dans son pied et il tombe par terre. Et dans les deux cas, aussi bien que pour Pajot, mais à l'époque aussi en 2018, tu vois la zone où il y a un contact. Alors après, est-ce que le contact justifie autant le fait que derrière, ça bouge la jambe? Ça, c'est un autre débat. Mais moi, ce que je pense vraiment, c'est que l'arbitre, sur le coup, et Pajot le sait aussi, qu'il y a eu un léger contact. Non, mais attends, Voilà. est-ce que chaque contact provoque une faute? Je suis pas. Enfin, tu Non, vois ce que je veux dire? C'est non, pas parce qu'il y a contact qu'il y a faute. Ah oui, mais attends. attention. Je veux dire, le football est un sport de contact, malgré tout. Pour moi, alors effectivement, j'ai pas suffisamment bien décortiqué l'action comme toi pour avoir un avis, on va dire, aussi aiguisé que le tien. Mais quoi qu'il en soit, si contact il y a eu, c'est un contact qui est, à mon sens, beaucoup trop léger pour siffler le penalty. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Mais que Il attention, faut se retrouve sur une compensation et que 1 plus 1, ça fait 2 erreurs. Attention, juste une chose importante, c'est que je ne dis pas que fondamentalement le penalty mérité. Je dis juste que si l'arbitre base sa décision, bonne ou pas bonne, attention, hein, sur le fait qu'il y a eu un contact, dans le débat de est-ce qu'il y a eu un contact ou pas, moi, de ce que je vois, il y a eu contact. Est-ce que ce Ouais. contact est suffisant pour faire faute? Ça, c'est un autre débat et l'arbitre a tranché que oui. Mais si l'arbitre, dans son débat, se dit le contact, pour moi, il y a eu, il y a eu contact et pour moi, il justifie d'avoir déséquilibré la jambe et donc ça a tapé devant l'autre, je siffle penalty, d'accord. Mais là où beaucoup de gens faisaient un premier débat, c'était de savoir numéro 1, est-ce qu'il y a eu contact ou pas. Ouais. Et c'est là pour Ouais. moi et c'est là où en fait typiquement 98% des personnes et évidemment dans le stade sur le coup on comprend pas non plus disent il n'y a pas contact. Quand tu regardes un peu plus près, tu vois qu'il y a un léger contact. Mais là le deuxième débat c'est est-ce que ce contact est suffisant? L'arbitre a dit oui. Moi je pense que pas forcément que ça déséquilibre derrière la jambe. Est-ce que même
on va dire, est-ce que même ça aurait mérité un penalty? Je suis pas sûr de là. Mais par contre, sur le débat de ce qu'il y a eu contact, il y a eu contact, pour moi. Après, Ok. Bah pour moi, alors, il y a deux débats dans la question. est-ce que c'est une erreur de l'arbitre ou est-ce que c'est une erreur de l'arbitrage vidéo? Parce que là j'englobe les deux situations. On a le but refusé donc qui est topé par l'arbitrage vidéo et là Mhm. l'arbitrage vidéo pour le penalty qui vraisemblablement il n'y a pas eu de check. Donc Bah si, il y en a eu un, mais ça a été validé. C'était validé. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont vu la même chose. Ils ont vu la même chose aussi. Donc ça fait Tout un. dépend de pourquoi siffle l'arbitre à la base aussi. Hmm. Parce que si il siffle parce qu'il y a contact et que la VAR dit oui, il y a contact, ils peuvent pas revenir sur la décision puisqu'il n'y a pas d'erreur Hmm. Ouais. manifeste. Si après il siffle pour autre chose, bon là c'est différent. Mais vu que je pense qu'il siffle parce qu'il y a contact et que la VAR valide le contact, et ben il est obligé de siffler Et moi, penalty, je quoi. pense que c'est ce qui s'est passé. C'est que Et l'arbitre, il voit donc, qu'il y a contact et voilà. et Hmm. donc du coup, ça a vraiment valeur de compensation. Parce que je suis pas certain que ce contact, s'il existe, soit Bah, suffisant oui et pour non, faire tomber pour faire tomber un mec comme Guessant, si tu veux. Parce que... si jamais ils considèrent que l'histoire de leur jeu, pour eux, est justifiée. C'est toujours la même question, parce que si pour eux, la décision de leur jeu au début est justifiée et que par rapport à ce qu'on a dit, c'est vraiment justifié, ils n'ont aucune raison de considérer qu'il y a eu une injustice avec leur jeu, automatiquement. Ouais, ouais, mais enfin, C'est que par contre, s'ils ont une hésitation après coup en disant « Ah mais peut-être qu'il n'y avait pas hors-jeu », que là, effectivement, la question de compensation, elle se pose. non mais Parce attends que ouais, si- attends. Tu en, penses en admettant que ce que tu dis soit vrai, ce ah, serait scandaleux. Hein. exactement. C'est-à-dire que s'il y a eu ne serait-ce qu'une légère réflexion sur le fait de faire une compensation, mais c'est dramatique. Oui, mais c'est pour ça que C'est c'est pour ça que j'y crois pas à Clairement. cette histoire de la Ouais, c'est- compensation. C'est pour ça que j'y crois pas. c'est-à-dire que, je veux Hmm. dire, on est déjà sur une erreur. Bon, admettons. Moi, je pense que la première situation, c'est surtout un manque de communication. Hmm. On n'a pas eu une compréhension totale là-dessus. Mais pour moi, ça reste une erreur. Ça reste une erreur parce que euh, ouais, le jugement, il est pas suffisamment, enfin, comment dire, clair. Non, le problème, c'est que déjà, nous jugeons depuis chez nous avec moins de plans de caméra qu'eux, moins de révélateurs qu'eux. En gros, on n'est pas à armes égales pour juger, déjà. Et toi, encore plus, étant au stade, que tu vois rien de l'action et tu te Encore dis, mais plus. qu'est-ce qui se passe C'est en gros votre sentiment. Il est exponentiellement dans l'incompréhension. Des fois même encore, et c'est pire par rapport à, enfin c'est moins pire par rapport à vous parce que des fois vous avez des éléments concrets qui vous donnent plus de fois je dirais de moulin, enfin de moulin dans l'histoire, alors que nous par contre on n'a strictement rien. C'est-à-dire que nous on ne sait pas si c'était positif, négatif, c'est encore pire. Mais oui, on n'est pas armes égales de toute façon pour juger des situations. Parce qu'on n'a pas les bons angles de caméra TV quand on nous fait les replays. Hein, on l'a déjà souvent dit, voilà, parce qu'ils sont pas bons. Voilà, donc déjà là, il y a des difficultés par rapport à ça. Mais je pense réellement que de toute façon que dans l'histoire, il n'y a pas de compensation. C'est juste que je pense qu'ils sont sûrs qu'ils ont eu raison sur l'histoire du hors-jeu et qu'ils sont sûrs qu'ils ont eu raison sur l'histoire du penalty. Ni plus ni et moins. que, et que mine de rien, sans une communication de l'arbitre, sans communication de la part des arbitres en fin de match, ben, on aura toujours ce genre de débat Hmm. stérile où on fait de la spéculation et où en fait, si tu veux, c'est hyper dommageable pour l'image même de la Ligue 1 parce que d'un niveau footballistique, elle est très intéressante cette année, mais l'arbitrage est catastrophique parce que tous les Il est pas à week-ends, la hauteur. Pour moi, il est pas à la tout- hauteur du. mais exactement, tous les week-ends on en parle. Hmm. Tous les Bien sûr. week-ends on en parle. On a parlé pas plus tard qu'il y a 15 jours du carton rouge de Schneiderlin, du Ou penalty de non Wai, sifflé sur. le carton rouge de Wai il n'y a pas plus d'une semaine face à Alors Strasbourg, c'est un j'ai pas scandale. vu l'action, j'ai pas vu l'action Ouf. donc. Ouais, Mais il touche pas le mec, il prend un carton rouge. Mais il touche pas le Hmm. mec. Hein. Mais en gros, jugé pour acte dangereux, quoi, sans toucher. Ce qui est déjà arrivé, enfin, même personnellement, genre à Metz, c'est déjà arrivé ça, hein, d'expérience. Mais c'est un débat très compliqué. Mais nous aussi, à Metz, on a déjà eu des rouges pour des histoires de ballons uniquement touchés, Ah sans ouais, joueur. Mais parce que l'intention du geste était considérée comme dangereux, c'est pas sans rouge. Hein. J'ai le souvenir d'un Pajot qui prend ça lors d'un. Non, c'est un Hudol qui prend ça lors d'un Angers-Metz. Il y a l'année dernière, je crois d'ailleurs, si je me souviens bien. ouais. Donc bon, ça arrive. Hein. Messieurs, je vous propose de
de clôturer ce débat sur l'arbitrage qui, je pense, pourrait faire une émission complète. Ah, mais on fera un hors-série sur j'espère qu'on fera un hors-série sur l'arbitrage un de ces jours parce que il faut Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. D'ailleurs, j'ai une autre idée de hors-série dédiée là plus à la communauté OGC Nice dont il faut que je te parle, Alric. Très bien. Un petit mot sur la pelouse. J'ai noté dans le programme de l'émission. Le champ de patates. Alors, il y a une personne sur le space d'Avantinissa qui a parlé d'hippodrome et ça m'a fait beaucoup rire. Je crois que c'est Romain qui a parlé d'hippodrome et c'était très drôle, effectivement. C'est pas faux. Non mais attends, Socket, alors je veux bien, déjà, bon, Ils ont mets-toi cramé la pelouse. mets-toi à la place des joueurs, Socket, déjà, Metz, il fait froid, c'est loin, en plein mois On de a pas envie janvier, ça d'y doit aller. pas être évident, mais en plus de ça, non mais la pelouse, à un moment, Prime, ils ont fait un focus, il y avait plus J'ai- d'herbe. J'ai une personne qui a eu une très Ouais. bonne remarque dessus. C'est qu'il a dit à l'époque où on a commencé à mettre la pelouse hybride, on était, je crois, pendant 2-3 saisons, genre dans le top 5, top 6 des meilleures pelouses de France. Et on avait dit c'était quand même indécent d'avoir une aussi belle pelouse avec un jeu aussi merdique. Et du coup, les gens se sont dit mais vous voyez qu'avec le jeu merdique de Metz, ils ont fait une pelouse à la hauteur de leur jeu merdique. Et j'avoue que émotionnellement, je me suis dit c'est vrai que c'est pas. C'est plutôt correct. C'est plutôt cohérent. C'est plutôt un bel hommage. Non, mais la raison, on en a parlé, c'est que, officiellement, encore une fois, parce qu'on en a parlé avant le live, officiellement dû à un champignon qui est un peu tenace, on va dire, depuis El famoso champignon. El famoso champignon depuis fin 2021. En gros, on nous a parlé de l'humidité. Alors, c'est vrai que là aussi, je vais troller ma propre ville où je suis actuellement hein, et où je suis très attaché. C'est vrai que découvrir fin décembre 2021 que Metz est un endroit, une zone géographique où il fait froid et humide, c'est un peu du running gag, hein, vous vous doutez bien. Donc, mais donc voilà, quoi. C'est juste que le traitement n'est pas passé et que de ce que j'ai compris, ça va prendre des semaines pour que le traitement passe sur cette pelouse. Mais je suis entièrement d'accord avec vous que moi, je joue à l'extérieur sur un terrain comme ça, je trouverais ça aussi indécent. Quoi. Enfin, dessus, il y a Mais même non, pas mais de- au-delà même de dire c'est indécent, enfin c'est indécent pour un match de foot, quel que soit le niveau, quelle que soit l'équipe. Tu peux pas Bien jouer sûr. sur un terrain comme ça. On aurait dit Et pour les dangereux, et très Mais dangereux. On a eu de la chance de ne pas avoir de D'abord, blessures. Bien, pour sur les, bien sûr. pour les Niçois qui connaissent un petit peu les stades tout pourris qu'on a chez nous, enfin le Loli ou la Lovette, c'est le même niveau, tu vois. C'est c'est les gamins qui jouent dessus quand ils ont 6 ans, c'est champ de patates, quoi. Donc, et après, on a la raison officieuse. Alors, est-ce qu'on en parle de la raison officieuse? Bah ouais, on peut en parler. Moi, je sais que certains ont parlé de luminothérapie qui a été un peu trop forcée. Bon, je sais qu'on a un manque de soleil dans la région, mais c'est pas non plus une raison pour faire des UV sur la pelouse, Pour quoi. cramer la Enfin, pelouse. voilà, c'était. Non, mais en vrai, je n'ai pas plus d'infos sur est-ce qu'ils ont parlé du champignon pour se dédouaner. Mais c'est vrai que j'ai montré une photo en avant live un peu suspecte au niveau d'un des points de corner. C'est vrai qu'il y Mais attends, a une mais question. heureusement qu'ils parlent de champignons, parce que s'ils te disent on a cramé la pelouse parce qu'on est des cons, Autant dire que nous, on dégainerait, mais de manière absolument incroyable. Mais là où je dis que c'est dangereux, c'est parce que, notamment, la photo que je vous ai montrée avant le live, c'est sur le côté droit de Nice, là où ils ont beaucoup attaqué en première mi-temps, et il y a eu beaucoup de dédoublements de Boudaoui, de Lotomba, où là, ça aurait pu être dangereux. Un tacle d'Amessin qui est beaucoup plus glissant parce que le gazon est quasiment mort à cet endroit-là, ou une glissade d'un Niçois qui se tord une cheville. Enfin, ça aurait pu être même dangereux physiquement pour là, les joueurs. je pense que Galtier, honnêtement, il monte au créneau s'il y a un joueur qui se blesse. Normal, mais je comprends. Et moi, j'ai eu peur hein, quand j'ai eu des tacs glissés. Je me suis dit, ça peut vite partir pour aussi bien pour des joueurs d'ISO que Messin. Et je pense que ouais, t'as raison. Galtier aurait eu besoin de monter en disant, mais attendez, mais c'est scandaleux, quoi, tu vois. Donc clairement, ouais. Voilà, la pelouse. Non, mais je viens de voir la photo que tu nous as envoyée, Valentin, sur... bon, là, on retourne sur la photo du hors-jeu, et effectivement, Gouiri, Hors jeu des fesses. hors-jeu, sa jambe gauche qui est un peu en retrait par rapport à la Ouais. ligne défensive. C'est une théorie qui se tient, ouais. Mais Ouais. je pense que c'est celle-ci qui a été sifflée, donc écoutez, bon. Mais pourquoi pas la montrer en live? Ouais. C'est comme tu disais. Je suis Parce que eux-mêmes, à mon avis, les Réa Ils le savent pas. À l'instant T, ils le savent ça reste des Réa. Hein. Les Réa sont pas des fois des lumières dans la compréhension du jeu, quoi. Hein. C'est Ouais, des Réa. ouais. Quoi. Hmm.
Messieurs, est-ce que vous avez d'autres choses peut-être à les performances individuelles? On a parlé de Gouiri côté niçois. Valentin, est-ce que tu as d'autres joueurs peut-être à mettre en avant d'une façon ou d'une autre? On a aussi parlé de Lotomba et Boudaoui, mais pour Ouais, faire plaisir à Alric, on reparlera du match de Lotomba, hein, que moi Alors, surtout personnellement le j'ai mis dans combat. mes tops. Ouais, surtout le Voilà. combat. Moi, le combat, c'est le combat. moi, si je dois mettre un joueur en top, hors ceux qu'on a déjà un peu parlé, je dirais Dolberg, je trouve, a évolué dans son jeu depuis qu'il est revenu là, ces derniers matchs. Une palette complètement différente. Je trouve que c'est pas du tout le même joueur que sur le début de championnat. Beaucoup plus mobile, un, pas plus justement typiquement le renard des surfaces, plus il offrait plus à son jeu, plus varié, plus de courses, un jeu de passe. Bah, il a fait notamment un centre, je crois, à un moment excellent. Enfin, moi, voilà, vraiment un Dolberg, on retrouve Bah, un bon Dolberg, je c'est trouve. lui qui met le C'est plus centre sur uniquement le joueur qui se la place reprise entre de Stanks, les il me deux semble. défenseurs centraux. Ouais, exact. Et Ouais, puis, voilà. Donc voilà, un pour aller bon dans point ton pour sens, Dolberg. Valentin, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, alors qu'il était quand même un peu chahuté parfois par les défenseurs messins, j'ai trouvé intéressant qu'il bouge au point d'éviter de prendre des coups. Parce que Dolberg, au début de sa saison, on critiquait notamment le fait qu'il prenne beaucoup de coups et qu'il tombe souvent par terre. Bon, des fois, il tombe parce que, bon, bah, à un moment donné, il joue un peu de son corps. Mais j'ai trouvé intéressant qu'il essaie de jouer un peu entre les lignes, qu'il essaie de proposer des solutions, comme tu disais, pour éviter justement de prendre des coups, pour se faire un peu oublier. Et c'était assez intéressant. Je regrette qu'il n'ait pas marqué, parce que moi, quand Dolberg marque, moi, je suis l'homme le plus heureux du monde. Mais non, non, franchement, je suis d'accord avec toi, un bon match de Dolberg. Ça me fait plaisir justement qu'il soit mis en avant. Alex nous demande s'il a eu une frappe dans le match. Alors, Oui, il a sur un centre, il sorte de talonnade de volée, je sais pas quoi, si on peut Ouais, considérer ça comme une frappe. sur Côté le, gauche, sur le ouais, ouais, côté gauche de côté gauche, Nice. Ouais. exact. mais Sur même un centre de si, mais 5 ou même un truc s'il comme ça, n'avait je pas eu crois. de frappe, bah, je l'aurais quand même mis dans mes tops parce que Actif, super actif. actif, entreprenant. On sait que c'est pas forcément son type de jeu, mais il se met au diapason de l'équipe. Et puis, on sent que physiquement, il est présent, quoi. Il a pris 4-5 bouchons, notamment Canabi, qu'il a pas lâché pendant Qu'est-ce que 80. j'ai détesté qu'est-ce que j'ai détesté Mais, ce joueur pendant le match. attends, mais combien de fois il a fallu pour qu'il ait un jaune Canabi? C'est hallucinant, attends. Il a pris un Ouais, jaune je au suis bout de d'accord. la quatrième faute qu'il a fait sur Dolberg. C'est vrai, hein. L'arbitre a tenté de faire un peu de social à un moment donné, et du coup, L'arbitre a fait de l'arbitrage, hein. il en a eu marre à un moment donné, mais pour le coup, justifié. Ujer Kanabi, il a été effectivement. Et Dolberg, c'est vrai que Dolberg a été quand même vachement pris. Bon, je ne vais pas cacher que les supporters autour de moi ont- voilà, ont un peu accusé le joueur de trop glisser par terre, Ah mais il y bah, a quand même une sorte de virulence aussi caractéristique de Metz, hein, qui joue beaucoup sur ça. Et pour le coup, Caractéristique d'Antonetti en général. ouais, de l'obsession en général, mais du coup, donc du coup, ça a un lien. Mais oui, effectivement, parce que puis Canabic devrait, effectivement, il a fait beaucoup de trucs où il méritait son jaune. Il n'y a pas de discussion dessus. il y a Alex qui nous demande dans le chat, Alric, la performance de Hamavi. Notre sentiment sur sa performance. Moi, à ma vie, je le trouve de mieux en mieux. Je le trouve vraiment très intéressant parce que physiquement, il est en train de reprendre vraiment un bon niveau. Bon, il n'est pas encore au top physiquement parce que autant défensivement, je le trouve intéressant, autant offensivement, il n'a pas un apport encore incroyable. Et on sait qu'il a des qualités d'accélération sur le côté, qu'il a une bonne qualité de centre. Moi, je le trouve rassurant surtout. Et c'est ça, c'est ce dont j'avais peur depuis son retour, notamment bah, son premier match contre c'est Nantes qu'on avait fait la semaine avant, où on pouvait se poser des questions sur son niveau, parce qu'il n'avait pas beaucoup joué hein, depuis qu'il est parti de. Enfin, je veux dire, il n'a pas beaucoup joué cette saison à Marseille. Et donc, quand tu le récupères, tu te dis, physiquement, il a l'air d'être un peu à l'ouest. Et il en est où dans son niveau footballistique? Eh bien, écoute, moi, je trouve qu'il est très solide et c'est rassurant. Et comme je le disais en début de live, il va être un atout indispensable pour la formation, la post-formation de Melvin Barr, parce qu'il a une expérience qui est inestimable, tant au niveau Ligue 1 qu'au niveau européen. Et on est très chanceux d'avoir un joueur qui soit de bon niveau,
Ce matin, c'était avant Tinissa, c'était Brice dans avant Tinissa qui disait les supporters marseillais se plaignent que la vente d'Amavi renforce un concurrent direct. Complètement. Ah Parce bah qu'à c'est Amavi, oui. à Amavi, à ce niveau-là, c'est un vrai renfort. Bah, c'est Mm. Et au-delà même de la concurrence Marseille-Nice. Là, on est purement sur du sportif et ils se rendent bien compte qu'à un avis à 100%, c'est pas négligeable dans n'importe quelle ah, équipe mais complètement. Et puis avec Donc, non, moins de pression qu'à Marseille, aussi. surtout. ah, mais Aussi. complètement. Mais c'est bon, c'est en général, bon, sans faire un débat sur Marseille, mais c'est en général un des gros problèmes des joueurs qui vont à Marseille, quel que soit leur niveau de global, c'est que dès qu'ils y arrivent, ils ont une pression telle que s'ils sont pas forts mentalement, ils s'effondrent tout de suite. Qui puisait pour Donc, un Toulonnais de naissance. en plus. Euh, Donc, il part avec plusieurs handicaps, le garçon, quand même. Juste pour conclure sur Amavi, t'as tout dit. Ah, ma vie, qu'est-ce qu'elle est belle, ma vie, c'est ça? Non, 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 pas du tout. Non, je te laisse la partie blagounette. Moi, je suis pas assez bon. D'accord. Juste pour conclure, parce que Socket approuve. t'as tout dit. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il ne surjoue pas. C'est-à-dire que Efficace. il est Simple, mais efficace, efficace. il reste, il défend bien. Quand il peut monter, il monte. Il n'est pas dans une recherche, voilà, d'en faire trop. Et j'aime bien parce qu'il se dose aussi par rapport à sa condition physique actuelle, qui est ce qu'elle est, mais il n'est pas à 100%, ça se voit. Mais voilà, tu sens qu'il a de l'expérience aussi dans cette gestion-là. Et c'est appréciable, c'est appréciable. Et oui, Ouais. effectivement, pour le développement de Barre, ça va être hyper intéressant d'avoir un mec d'expérience à ses côtés qui va l'accompagner dans son développement. Valentin, tu t'as parlé de Dolberg tout à l'heure. Est-ce qu'on doit parler encore du match de Dante et Todibo? Ça devient une habitude en fait, mais on est obligé de le mentionner. Socket est pas d'accord quand je J'en- vois sa tête. Il est pas d'accord de parler de Dante Todibo. Ouais, Si. bah, il n'y a même pas besoin d'en parler plus que ça. Enfin, je veux dire, ils sont tous les week-ends, c'est limite la même chose. Ils sont intraitables en défense, il n'y a rien qui passe. Donc bon, là par contre, tout à l'heure, on parlait de Gouiri qui a sa place en équipe de France. Moi, Todibo, tu vois, je pense qu'il a plus sa place que Gouiri. Après, ça reste mon avis. Mais c'est vrai que c'est quand même bien bouchonné en équipe de France en termes de défense centrale. Mais quand je vois ce qu'il fait, pour moi, il a rien à envier aux autres. Et même en Ligue 1, je trouve qu'on parle assez peu de lui. On parle beaucoup de Saliba, on parle beaucoup de d'autres joueurs. Là, ça me vient pas à l'esprit, mais je sais que d'autres joueurs sont Mais beaucoup mis en avant. Alors que lui, tant je le mieux trouve parce que comme ça, vraiment impérial. Et ça se joue tant sûrement mieux au fait parce que qu'il comme ça, soit à il se côté de concentre Dante. sur l'essentiel et il a quand même à côté de lui un mec qui l'a clairement dit dans l'émission dans laquelle il avait été invité sur Prime. C'est je sais comment lui parler, je sais comment le canaliser. Et ils ont une complémentarité qui est incroyable, mais par contre, le double tranchant de cette complémentarité, c'est que si Dante se blesse, Todibo n'a pas encore, je pense, l'étoffe d'un super leader. Et même avec un Danilo qui a beaucoup de talent, bah, c'est compliqué. Et moi, ça me permet de rebondir sur un petit débat 30 secondes. Ça vous fait quoi de savoir que Danilo, c'est notre quatrième défenseur central? Alric, tu te rappelles? Tu te rappelles de la question que j'avais posée par rapport à ça? Ouais, mais c'était un faux débat à la base. C'était l'opinion impopulaire, mais C'était un faux débat à la base. Ça ne pouvait pas être le cas. au fond de moi, j'y croyais un peu. Je te propose qu'on fasse ça peut-être sur une autre émission parce que Ouais. on est pris un peu par le temps, il nous reste d'autres choses à voir. En termes de performance individuelle, Socket, je te laisse quand même la possibilité de parler de ton équipe. Euh, Est-ce qu'on est d'accord pour dire que Traoré a été le meilleur sur la pelouse? Il a fait un sacré match, hein. Oui, bah ça c'est le cas depuis qu'il est titulaire, c'est un peu le seul mec qui est sur une pente ascendante. Pajot est pas loin derrière aussi. Quand physiquement il a pas de pépin physique, les deux en fait ont un immense volume défensif sur ce match. Et ouais, mais Traoré surtout très jeune aussi. Et puis petit regret à Metz de ne pas l'avoir vu plus tôt. Et bon, ça, c'est la spéciale Antonetti, c'est qu'en gros, tant que des mecs ne sont pas blessés, suspendus ou à la canne, bah, il ne fait pas rentrer de jeunes de rotation pour voir ceux qui veulent, tu vois. Et beaucoup de gens se disent, ouais, les mecs jouent pas parce qu'ils sont pas bons ou parce qu'ils n'ont pas le niveau, excuse qui est très souvent répétée, mais en fait, tu te rends compte vraiment du niveau des gens que quand ils sont sur le terrain. Et c'est seulement après ça que tu peux dire éventuellement, oui, il a le niveau, oui, il n'a pas le niveau.
Mais Après, malheureusement. après c'est compliqué. Enfin, je fais un peu l'avocat du diable, hein, c'est pas Mhm, exactement ce que je pense, Socket, mais dans une opération maintien comme Metz joue chaque saison, mhm. c'est peut-être plus compliqué de lancer des jeunes, non? Je sais pas. Ben, moi, ce qui me dérange, c'est pas dans ces jeunes. Moi, ce qui me dérange, c'est qu'en gros, tu fais rentrer en rotation des joueurs qui, des fois, ne sont pas bons. Et à Metz, on en avait un qui a été vendu 25 millions à Tottenham, Pape Matarser, qui a, est tout simplement déjà en train de rater sa saison. Hein. Même en rotation, quand il rentre en jeu, il n'apportait rien. Et moi, ce qui me dérange, c'est que des mecs qui sont pas bons, même en rotation, continuent à rentrer en rotation, alors que d'autres qui n'ont pas été testés en rotation bah, ne rentrent pas, à moins qu'il y ait des gens suspendus qui font qu'Antonetti n'a pas le choix, en fait. Il doit faire son équipe de 11, donc il fait rentrer des jeunes par défaut. Et le vrai problème maintenant qui va se poser, c'est que quand tout le monde va rentrer de la canne, des blessures, ce jeune-là qui est en train de faire mal, il va falloir faire un choix. Donc est-ce que tu le détruis moralement en le foutant sur le banc ou est-ce que tu décides de lui donner plus sa chance que seulement la série de 4-5 matchs qui vient? Et ça, c'est un problème que tu as dans tous les clubs en général. C'est que quand un jeune perce, est-ce que tu coupes son élan ou pas? C'est pas évident. Et je pense que même, par exemple, vous à Nice, vous pouvez être même dans cette question-là, parce que vous avez aussi beaucoup de jeunes joueurs. Si un jeune vient exploser et qu'il a explosé parce que quelqu'un, numéro un, a été blessé, Pas tant que est-ce ça. que... Pas, Alors, pas tant que ça. on n'a pas de jeunes du centre de formation qui sont sortis Ça vraiment fait, depuis plusieurs ça années. fait des années, ça fait des années qu'on n'a pas de jeunes joueurs. Le dernier vrai exemple, c'est Malangsar et il est parti. Et il est Ah oui, depuis peu titulaire à Chelsea, hein. et Malansar, en plus, je m'en souviens très très bien. Malansar, c'était. Oui, je m'en souviens en plus du traitement de Malansar. Parce que j'étais là à l'époque où, effectivement, je comprenais pas trop certaines façons dont il était un peu traité à Nice. Enfin, ça, c'est un débat. Mais du coup, oui, c'est vrai que ouais, vous êtes moins affecté par ça. Après, ce que vous avez recruté. On fait de la post-formation avec des joueurs à haut potentiel. Oui, voilà. Ouais. Qu'on recrute à l'Olympique Lyonnais généralement. Oui, Ouais. voilà. Ou à Paris, si on prend Mais du coup, voilà, l'exemple parfait, tu parlais de l'Olympique Lyonnais, c'est un peu l'exemple là, en fait. Au final. C'est-à-dire que Ouais. Lyon a des gros potentiels de joueurs qui, en gros, Hmm. si tu ne les testes pas, tu te rends pas compte de ce qu'ils valent vraiment, en fait. Mais Guérin, c'est un Neymar. peu, je pense au PSG en ce moment, il y a cette question qui se pose, c'est-à-dire que on voit des jeunes qui émergent comme Simmons, Mhm. comme Michu. Tu te dis, attends, enfin Pochettino, bon, il a des joueurs qui sont internationaux à ses côtés. Il se dit, c'est compliqué pour moi de les mettre sur le banc, alors qu'en termes de performance pure, bah, c'est peut-être plus viable de développer un Dylan Bimbe ou un Edouard Michu ou ce genre de choses. Je sais Bien pas. sûr. Mais, Ouais, mais, mais mais, pas à Paris. Paris, c'est trop compliqué. oui. Mais ce Bah, que je veux dire, c'est que ce s'ils que sont tu. performants sur le terrain, Hmm. Mais pas à Paris, c'est pas Pochettino qui gère. c'est ça le problème du coup. Non, mais ce que tu décris là comme situation est décuplé d'importance dans les petits clubs, au final. Parce que, en gros, dans les petits clubs moyens, euh, tu as moins ce problème de statut machin qui s'impose normalement, tu vois. Et tu as des effectifs pour les étoffer aussi. Et donc, quand tu as des jeunes comme ça, normalement, ils sont censés avoir plus de possibilités, tu vois, d'avoir du temps de jeu. Quand vous prenez, je crois, je crois que Metz, c'est l'équipe qui a le moins de rotation de joueurs de base, tu vois. Hmm. Avant ce qu'il y ait la CAN, tout ça, un mec comme Antonetti ne donne pas sa chance aux jeunes, à moins qu'il y ait une contrainte. Mhm. Et je trouve ça Ouais, triste. c'est une autre génération d'entraîneurs. Ouais. C'est enfin, Qui bon, d'ailleurs a très bien dit qu'il voulait plus s'embêter avec des jeunes joueurs, en fait. c'est ça, mais en même temps, ça se comprend. Hein. Oui, Il est en fin Ouais, mais de carrière. t'es Il est en dans un fin de club, carrière aussi, hein. t'es dans un club avec, avec des ressources limitées, donc t'es obligé de repenser un peu ton modèle. Enfin, je veux dire, Hmm. si t'as pas d'argent, justement, tu fais marcher la préformation, tu fais marcher la formation bien pour sûr. miser sur des joueurs. Et puis, il y a des clubs qui le font très bien, hein. Enfin, je vois par exemple Nantes, quand ils sont venus à la maison, on les a battus 2-1. Il y avait tout un tas de joueurs du centre de formation, et ils ont pas été ridicules, hein. Hmm. Bon, ils sont pas en opération maintien cette saison, mais quand même. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur le futur pour le FC Metz, Socket. Et ça passe par un déplacement au stade de l'Aube, hein, ce bon vieux stade de l'Aube qui nous a pas réussi à nous niçois en début de saison.
Déplacement, fois, d'ailleurs. déplacement le dimanche 6 février. Mhm. Deux questions. Déjà, comment tu vois ce match et comment tu vois l'issue de la saison pour le FC Metz parce que eh bien, on se reverra pas avant la fin de saison, mon cher Socket. Ouais. Bah alors sur ce match, normalement le plan est prévu d'aller sur place pour observer la scène de crime, comme on dit. En espérant que voilà quoi, donc en espérant que c'est une bonne issue. Ce match, bah évidemment un peu match capital, hein, parce que deux concurrents au maintien, parce que clairement Metz a perdu en plus ce match aller à domicile contre 3. Volonté d'équilibrer les choses. Donc non, match hyper capital, sachant que on est dans une phase où on va récupérer un peu plus de joueurs de la CAN. D'ailleurs, on m'a dit, est-ce qu'il paraît que la Côte d'Ivoire s'est fait sortir, non? Alors, j'ai pas du tout suivi. Du coup, on a dit ça dans mon oreillette, il faudrait vérifier si c'est vrai ou pas. Ce qui fait qu'on va en plus récupérer un autre joueur. Du coup, il faut voir. En fait, ça dépend de Alors, je te comment les... confirme, je te confirme que la Côte d'Ivoire vient d'être sortie par la redoutable sélection égyptienne menée par Mohamed Salah au tir au but, 5 buts à 4. Voilà, c'est... Le soufflet est retombé aussi Voilà. vite qu'il est monté, c'était terrible. C'était ça. un magnifique 0-0, il faut quand même le souligner. On s'est régalé. Voilà, Et Maïga ne jouait pas, donc encore une fois, par rapport à ce que je disais, le fait qu'ils se sont payés un mois de vacances, les joueurs de Metz, Donc pour la ils perdent en plupart, rythme et tout, c'est une catastrophe. c'est une catastrophe absolument totale. Donc c'est même pas sûr, tu vois, que le 6, par exemple, le mec soit même titulaire. Non, mais du coup, à voir comment, voilà, avec le retour de ceux qui reviennent de la CAN, plus ceux qui ont, entre guillemets, eu 2-3 matchs d'affilée entre fin décembre et début mi-janvier, les choix, quel choix il va faire. Et là, je vous annonce que c'est très compliqué. Je ne sais pas ce qu'il va faire vraiment, quoi, en fait. Donc, Bon, C'est folklorique. Socket, c'est folklorique. Socket, la question que tout le monde se pose. Le FC Metz sera-t-il en Ligue 1 l'année prochaine? Oh là, c'est Enlève tes lunettes et prends un air solennel. air solennel. Non, moi je pense que honnêtement, le barrage, je pense qu'on a de grandes chances d'y s'y retrouver. Vraiment. Je Sur le pense aussi, barrage. je pense aussi. Du coup, là, ça me fait un peu peur, je vous avoue. Parce que quand on voit la Ligue 2, donc je surveille un peu ce qui se passe en Ligue 2 quand même maintenant, beaucoup plus qu'en début de saison. Donc, ouais. Mais ça va être très serré parce qu'en fait, ça dépend de tellement de paramètres. Genre aujourd'hui, le mercato, par exemple, peut peut-être changer la donne, voir ce qui va se passer à Bordeaux, voir ce qui va se passer à Saint-Etienne au final. Ça peut peut-être. Est-ce que ça va créer une nouvelle dynamique? Est-ce que les changements d'entraîneur vont créer une nouvelle dynamique aussi? Il y a plein d'éléments qui aujourd'hui font dire que on tourne autour de la 18-17e place pour Metz à la fin de la saison, quoi. Après, statistiquement, si tu vas en barrage, il y a plus de chances que ce soit l'équipe de Ligue 1 qui l'emporte que l'équipe de Ligue 2. Donc, bon, c'est pas non plus perdu. Oui, mais on est le FC Metz, il ne faut jamais oublier. C'est vrai. Voilà. Messieurs les Niçois, là, Oui. Je vais laisser Valentin les prendre la parole. gars, bon, c'est pas tout, hein. 3 Metz, voilà, c'est une ambiance. C'est une ambiance, ok, tu me diras pas le contraire, c'est une ambiance. Lundi prochain, Si on veut. 21h15, Ouais, France 3. France 3, Heure de grande écoute. Paris Saint-Germain, OGC Nice, 8e de finale. J'ai des frissons, hein. J'ai des frissons. Valentin, quel est ton pronostic sur ce match? Et voilà, c'est tout. Un pronostic. Bah alors, c'est compliqué, ça va forcément être un match compliqué. Moi, je vois pas de prolongation, je vois pas trop de tirs au but, mais je pense qu'on va, malheureusement, j'aimerais tout l'inverse, hein. Je pense qu'on va perdre 1-0. J'aimerais tout l'inverse, hein, clairement, mais en étant objectif, je nous vois bien perdre 1-0. Même s'il y aura beaucoup d'absents du côté du Paris Au Saint-Germain. moins 7 ou 8, oui. Notamment quasiment tous Ouais. les Sud-Américains. Donc, Alors, tous les c'est Sud-Américains, vrai que c'est qui? si C'est c'est vraiment Di Maria, Marquinhos, Paredes, Paredes. Marquinhos. Messi Euh, sera là, par contre. Messi sera là. Neymar, normalement, il n'est pas là. Icardi, il est appelé Euh, ou pas? non, mais Icardi en équipe d'Argentine, ça se fait plus depuis des années parce qu'il est en bisbille avec Messi.
Et il y a un problème aussi de gardien, je crois, côté Paris Saint-Germain, où Donnarumma sera pas là Donnarumma est aussi. blessé, Et Navas aussi. sera Et Navas appelé, sera pas là. et Ouais, c'est ça. Et le numéro 3 voilà. n'est pas là. Le numéro 3 n'est pas là aussi. Du coup, ça va commencer par un L, son nom. Le Tellier. Le télé, Le voilà. Qui est pas ouais, le. c'est ça, le Texier, j'allais dire, mais non, c'est le Tellier. Du Ouais, le- coup, voilà, je sens que ça va quand même être dur parce que même si on enlève tous ces joueurs-là au Paris Saint-Germain, ils ont quand même une équipe qui est ultra compétitive, même si forcément ce sera pas l'équipe type. Je pense que ça va être compliqué, c'est pour ça que je dis 1-0, mais j'espère de tout cœur qu'on va gagner, vraiment, mais je pense que ça sera quand même compliqué. Et franchement, si tu mets le 4e gardien dans les cages, normalement, ça devrait le faire, hein. Il a le niveau national, hein. Ouais, c'est sûr. Mais bon. La CAN a prouvé que même un non-gardien, on ne sait jamais. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que les Alric, Comores nous ont habitués à un football spécial. Hmm. Mais non, non, en fait, moi je pense que. Parce qu'on avait un débat dans Copéclon, c'était est-ce que la coupe c'est une priorité ou pas? Moi je pense pas que la coupe soit une priorité. Par contre, je pense qu'il faut la jouer à fond. Dans le sens où tu joues contre le Paris Saint-Germain, c'est le meilleur moment pour les prendre. Et tu sais que si tu les bats, tu t'ouvres le tableau pour les quarts de finale. Et surtout, tu auras battu la meilleure équipe de la Ligue 1 actuellement. Et en tant que dauphin, tu envoies un sacré message pour la fin de saison. Donc, est-ce que l'OGC Nice peut contrarier le Paris Saint-Germain complètement? On l'a fait au match aller, alors qu'ils avaient toute leur équipe type. Là, c'est la coupe. L'état d'esprit est complètement différent. Christophe Galtier sait très bien que si il veut marquer l'histoire de l'OGC Nice, il faut aussi remporter les trophées. Et qui ne rêve pas d'un trophée quand le dernier trophée de l'équipe A, hein, pas de l'équipe Gambardella, de l'équipe A remonte à 1997, s'il vous plaît, il y en a qui n'étaient pas nés. Donc, non, non, il faut la jouer à fond. Après, est-ce qu'on a nos chances complètement? En fait, c'est simple. Si le Paris Saint-Germain prend ce match hyper au sérieux, on se fait démonter. Parce que le Paris Saint-Germain qui prend son match hyper au sérieux, c'est un Paris Saint-Germain injouable. Maintenant, il ne faut pas oublier que après la Coupe de France, c'est quoi la prochaine échéance pour le Paris Saint-Germain? C'est la Ligue des Champions et c'est Madrid. Est-ce que le Paris Saint-Germain voudra laisser beaucoup de force dans la bataille en Coupe de France? Honnêtement, je suis prêt à parier que non. Parce que si tu veux, ils n'ont pas engagé Messi pour gagner une énième Coupe de France, mais plutôt pour gagner avec des champions. Donc Messi sera là parce que Messi a eu le Covid, a manqué des matchs et a besoin de retrouver du rythme pour la Ligue des Champions. Mais ce Paris Saint-Germain-là, dans ces conditions-là, et en coupe, ça ne me fait pas plus peur que ça. c'est un match qui va être, je pense, très compliqué. D'autant Et plus puis il y aura la fin du mercato entre-temps et on saura si on a fait des recrues ou pas. Oui, oui, et puis potentiellement aussi des arrivées ou des départs du côté du Paris Saint-Germain. Je pense qu'ils auront aussi la volonté de rattraper le match nul du match aller parce que ça reste quand même des compétiteurs et des joueurs de haut niveau. Effectivement, beaucoup d'absents. Donc on a parlé de Di Maria, Paredes, Marquinhos, Navas, Gay, Hakimi, faut Diallo, Gay, Wijnaldum blessé. Neymar en phase de reprise, Bernat en phase de reprise et, information quand même importante, Donnarumma n'a pas encore officiellement déclaré forfait. Voilà, selon le Parisien. C'est un article qui date... Ouais, mais ça fait combien d'absents déjà là? Ça fait au ça moins fait 8 ou 9 énormément absents, là. d'absents. Je pense que effectivement, c'est pas l'objectif premier du club. L'objectif premier du club, c'est C'est la Ligue des Champions. fondamentalement, c'est de se qualifier en Europe, au mieux la LDC. Mais aujourd'hui, on a un huitième de finale, un match gala. On sait que les joueurs, ils adorent ce genre de match parce que, pardonnez-moi l'expression, mais ça, voilà, ça les fait bander, voilà, clairement, de jouer au Parc des Princes. Surtout les jeunes joueurs, comme on a Thuram, Kluivert, des choses comme ça. Donc, je pense que ça les stimule au max. Ça peut faire un partout, prolongation, tir au but. Mais Benitez qui sort un penalty, tu vois. Il n'y a pas de prolongation, il n'y a plus de prolongation en Il y Coupe a- de France. Non, hein. il n'y a plus de prolongation, Plus de prolongation. c'est tir au but directement. Ouais, d'accord. il n'y a plus de prolongation. Donc Benitez sortira un tir au but, on se qualifiera sur un tir au but Non. de Guiri en Penenka, tu vois. Enfin, bon. Et surtout, c'est pas un match qui a lieu en semaine. Parce qu'en fait, c'est un match qui a Si, lieu ah, en lundi pleine. prochain. Lundi soir. lundi. Lundi Oui, soir. non, ouais. mais je veux dire, le match suivant a lieu dans une semaine après, non? Dimanche, le dimanche qui suit. Contre Oui, Clermont. dimanche qui suit. Oui, voilà.
Dans le sens, quand je disais pas en semaine, dans le sens où c'est pas un match qui tombe genre le mercredi Ah non, pas ou dans le mercredi, sens ouais, là. non, non, non. Donc en soi, t'as la récup derrière qui peut aussi. En plus, vous jouez à domicile contre Clermont. Mais ça, c'est une Ouais. question du coup. Est-ce que Nice va faire tourner? Est-ce qu'il va vouloir faire jouer des joueurs qui ont moins de temps de jeu? Je pense à des Claude Maurice s'il est encore là. Enfin, Contre des Paris? Danilou. Ouais. Non, faut y aller avec Ah la non, non, tactique. équipe type là. Ah non, non, Bah, non. j'espère. Ah, Avec une, J'espère, non, non. avec une mais semaine de Il y, récup. y aura juste ça Boulka dans les mange cages. jamais, Hein. hein. C'est le seul changement qu'il y aura dans l'équipe type. Mm. Hein. C'est juste. j'espère. Boulka qui va jouer contre son ancien club et qui aura forcément à cœur de Et qui faire va un gros match. les mystifier, je pense, pendant 90 minutes. Tout ce qu'on espère. Bon, Espérons-le. on verra bien. L'objectif, ça reste le championnat. Mais là, bon, vu l'affiche, L'objectif, c'est les 3 points. l'objectif, c'est les Pardon. 3 points. Voilà, c'est ça. Mais bon, si on peut sortir, le tenant du titre. Le tenant du titre. Attends, non. Attends, si, je suis pas parce sûr, qu'ils ont pas gagné la Ligue 1, mais ils ont gagné la Coupe de France l'année dernière. Ouais, sinon. ça va Ouais. être- ouais, Alors, si, par si. contre, je prends un risque énorme. Et Pancho, tu notes que je le fais Vas-y, je dans note. ton émission. Comme Avec ça, un je passerai critérium. pour- Voilà, je passerai pour une tanche si jamais. Allez, vas-y, Ouais, dis. Si on gagne contre le Paris Saint-Germain, je dis qu'on va au bout on va gagner la coupe. Si on bat le PSG, on va gagner la coupe. Après, il y a Lyon aussi qui est sorti, donc ça fait un autre gros en plus qui est plus là, enfin qui est sorti. Ah, parce que Lyon, c'est un gros. Voilà. Bah, en coupe, ouais. Après, c'est vrai que ça dépend du point de vue, mais en coupe, tu vois, ça aurait pu leur donner un autre Non, élan, je suis d'accord avec etc., toi. Mais On il y a gagne que Marseille déjà en des. finale et on les torche. Ouais, ça Écoute, serait magnifique. Alric, déjà, le fait que tu m'aies annoncé ça, là, je suis à 180 battements par minute. Donc je vais Je te essayer. je te rappelle lundi soir et on verra si t'es pas à 220. Écoute, franchement, voilà, j'ai envie d'avoir un beau match. Je pense qu'on a tous envie de voir un beau match. On a envie surtout de n'avoir aucun regret. Voilà. C'est surtout ça. Il y a eu des regrets. Il y a eu des regrets quand même lors du match de championnat parce qu'on est à 0-0, mais on a quand même eu des occasions très très chaudes. Notamment pareil, Clairement, ouais. ce poteau de Dolberg, cette tête de Delors. Bon, on a serré les fesses aussi parce que en face, t'avais quand même des magiciens. Mais on verra très bien ce qui se Putain, passe. tu viens de me rappeler le poteau de Dolberg, je l'avais oublié. Oui, c'est vrai que Surtout que, j'avais annoncé dans le space d'Avantinissa à la mi-temps 1-0 but de Dolberg. Donc je peux te dire que j'étais vert. J'étais vert. Messieurs, on termine par le quiz. Vous avez bien révisé, Ouais. J'en suis sûr. Ça va être 5 questions. Ça va être. Et Dizzy, Ah, commence pas. Maman Traoré. Tac, je note le petit classement. Première question. Ça va pas être une question. Je vais vous donner un nombre. Et là, c'est de la rapidité, tout simplement. Si je vous donne le numéro 600. C'est les Anthony, matchs. Le match de Mal- alors, oui et non, parce qu'en fait, enfin, oui, mais il y a un souci. Attends, C'est que- attends, Socket. Déjà, qui c'est qui a répondu en premier? Parce que là, c'est de la rapidité, là. Ah, tous en même temps, en fait. Ouais, mais la réponse est fausse en fait. Je t'écoute. Bah parce qu'il était suspendu ce match. Oh! Mais ça a été comptabilisé. Non, oui, mais c'est comme un joueur, il est pas sur la feuille de match, Antonetti. Il est suspendu. Bah alors pourquoi il a été non. comptabilisé ce 600e Bah, match? parce que les gens connaissent pas les règles, c'est tout. Voilà. Bon, écoute, C'est- Socket, En gros, pour moi, c'est comme un joueur. Un joueur, quand il est suspendu, il est suspendu. Il est pas sur une feuille de match, il est suspendu. Il Dans aurait le- pu en avoir beaucoup plus s'il n'était pas parti. Non, mais attends, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en gros, si tu comptais tous les matchs où il était suspendu, en fait, il y en est à 473, je crois. Ah oui, quand même. quoi? Hmm. Tu veux Ouais, dire bah, que je- sur les 600 au total, il est suspendu sur quasiment 150? Bah attends, je vais te retrouver Bah ça. non. Bah attends, je vais te retrouver ça. J'ai quelqu'un qui m'a tagué parce que justement, j'ai fait cette remarque-là en disant, mais attendez, c'est vrai que pourquoi est-ce qu'il le compte alors qu'il est suspendu? Et je vais te dire ça. Il y a quelqu'un qui. Faut que je trouve. Qui l'a dit. Il y a quelqu'un Ça qui m'a paraît dit. beaucoup quand même. Hein. Hein? Et, Ça paraît beaucoup quand même. Je Eh, te retrouverai ça. Socket, par rapport à ton rappel du règlement, par rapport à ton autorité, par rapport à ton charisme, je te mets un point. Voilà. Ça, Je ne crache pas dans la soupe. C'est la coupe de cheveux sur le côté. Deuxième tu vois, question. c'est le- Deuxième question.
Donc, 600e ou 599e Ou 474e. ou 475e. Du coup. Combien de matchs, là c'est pas de la rapidité, combien de 162 matchs avec l'OGC Nice. Antonetti a-t-il entraîné au cours de sa carrière dans le monde professionnel? Celui qui se rapproche le plus du nombre global remporte le puntos. Valentin, je te sens inspiré. Bah, en fait, je vais pas te mentir que j'ai pas entendu le début de la question. Allez, voilà. c'est- donc, Alors, You repeat the question. je te la répète. Combien de matchs Frédéric Antonetti a-t-il entraîné depuis son début de carrière d'entraîneur dans le monde professionnel? je dirais, allez, 450. Alors que... Ouais, ok. Il est à 600 en Ligue 1. Il a 600, il a 600 en Ah Ligue ouais, 1. bah non, mais ouais, non, C'est toi qui vois, hein, je peux prendre ta réponse, non, mais... ouais, Alors, non, mais ouais, non, mais parce que, Ouais. bah, allez, pas beaucoup plus. Allez, du coup, ça je fait dirais, ouais, je dirais 750. 750, Mais, ok. ouais. Allez, Alric, tu nous dis quoi? Sachant qu'il a entraîné au Japon, mais je sais pas si c'est professionnel au Japon. Alors, il dirait je vous le dis, je l'ai compté. J'ai pas vérifié si c'était professionnel ou pas, je l'ai compté. Ah oui, ouais, ça va être chaud en fait. 650. 650 pour Alric. Socket, Allez, on va taper. C'était quoi les propositions? il n'y a pas de Sept- proposition. Ah, Non, mais présent. 750 pour Valentin et 650 pour Alric. Bah, C'est du risque. on va jouer l'intelligence, un 751. Quel rat. Quel rat. Pourquoi? Parce que c'est plus de 800, C'était c'est ça 871. Voilà, allez, Ah merci. putain. Allez, hop. 871. Alors pour son charisme, 1 point. Et pour Laura, 1 point. Merci, Mickaël, Vous avez pris tout. vous m'avez C'est pris trois l'avantage, points, c'est l'avantage ce week-end. de parler en dernier aussi, hein. C'est-à-dire que tu peux t'ajuster en fonction des réponses. Troisième question. Là, par contre, du coup, c'est de la rapidité. Vu qu'il y a un décalage avec Valentin, vous levez la main. Voilà, vous levez la main le plus Ok. rapidement possible. Comme ça, au moins, il n'y a pas de décalage avec le son. Ok? Qui était l'arbitre de la rencontre? Ah, Monsieur- Socket. Ah, Monsieur Gauthier, ah putain. L'arbitre de la rencontre, monsieur Delorue. Son prénom? ouais. Gauthier. Non, Aurélien Amaury. Delorue. Amaury, Amaury. ouais. Valentin, pour Valentin. Amaury. Ça fait 3 0,5 points ans. pour Socket. Hein. Ouais, mais après, Valentin a dit Amaury, donc on peut. Ouais, on non, peut mais, split, non, mais c'est Monsieur Delerue, c'est pas. Voilà, on peut split au pire. Hein. c'était Ouais, juste que. non, non, mais il a les points. Moi, ça me revenait même pas. J'arrivais même plus à visualiser qui c'était, alors que je savais très bien, mais c'est pas grave. On passe aux joueurs. Allez, j'ai perdu pour la 3e fois. Ouais, mais nous, ça nous va très bien de laisser le comprends. quiz à l'invité de l'équipe adverse. Ça nous va très très bien parce que le week-end, on gagne, donc c'est parfait. Oui, voilà, je vous laisse la victoire. Hein, C'est parti. Formé à Nice, Monaco, PSG, Lens, Nantes, Metz, Bastia. Retraité en 2010. Ah. Tu peux répéter les clubs? Bien entendu que je peux le faire. Je pense à non, mais je. Formé à l'OGC Nice. Ok. Donc il a joué à l'OGC Nice également. Il a joué à Monaco Mhm. ensuite, le traître. PSG. Lens. Cubillier. Oh, c'est beau Alric. Bien joué. C'est beau. Éric Cuvillier, effectivement. Retraité en 2010. Formé à Nice. Formé à sûr de Nice, ça Éric Cuvillier. Ah oui, formé à Nice. Bien sûr. Attends, formé à Nice ou a commencé à Nice? De toute façon, c'est un mec A du... commencé à Nice. Pas formé à Nice. Hein. Je crois que c'est à Il est pas, Monaco. qu'il a- il est pas formé à Cannes? Non, À formé à Cannes, Nice, en formé à Monaco. Nice, formé à Nice. Non, Formé à non, non. Nice, d'accord. Ok. Non, j'ai Wikipédia sous les yeux, donc c'est une valeur sur Wikipédia. Ouais, enfin, oui, qui veut. Ouais, d'accord. Ça s'appellerait pas Ben par hasard, ça. Dernière question. Là aussi, ça va être de la rapidité. Vous pouvez lever la main comme tout à l'heure. Citez un club non entraîné par Galtier et Antonetti. Brest.
Alors, la formulation de ma question est extrêmement douteuse. Bah oui. Citer. Alors, citer un club qui n'a pas été entraîné par Antonetti et Galtier. Ah non, 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 non. Ben. Non, c'est plutôt l'inverse. Les- Un club qui a été entraîné que par un des deux, en gros. Non, mais en fait, Bah ma, non. ma, ma- ma question, elle est bancale. Laissez tomber. Laissez tomber. Eh, je vais vous en C'était faire le une numéro autre. 8. Terrible. Pourtant, lorsque j'ai préparé, ça me paraissait très clair. Pourquoi Mais lorsque... c'était quoi le concept? C'était quoi le Ben, concept en de ta gros, réponse? C'est quoi la réponse? alors, déjà bon, de toute façon, Ou les réponses. Souquet, t'as gagné, bravo. Mais en gros, Si. Galtier et Antonetti, ils ont fait Saint-Étienne, ils ont fait Ouais. Lille et ils ont fait Ouais. Nice. Et en Ouais. gros, la question c'était quel club Rennes. Bah Rennes. Rennes, voilà. Le club qui a été Ah. entraîné par Parmi les Antonetti, clubs mais en pas commun. par. Ah ouais, c'est ça. Parmi les clubs entraînés en commun. Ah, d'accord. Hmm. Ouais. Ouais, Ah, ouais, voilà. La formulation, voilà. C'est plutôt Galtier et Antonetti ont plusieurs clubs en commun. Tu les cites. Et Quel club l'a entraîné, mais pas l'autre? Ouais, c'est ça. ouais, non mais. En gros. Ouais, bon, excusez-moi. Bon, voilà, Du coup, voilà, j'ai 2 points. Le mec. Pour la médiation de points. Socket, félicitations pour cette victoire. Messieurs, c'était une émission un peu à rallonge, mais c'était un grand plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que ce plaisir était réciproque. Socket, très très bonne saison au FC Metz, en espérant malgré tout que tu puisses supporter ton club en Ligue 1 l'année prochaine. Euh, En barrage. nous verrons bien. Ah, Du coup. je mise sur le barrage aussi. Hein. Ouais, moi aussi. Ouais, il faut un peu donner d'excitation comme en fin de Pour saison. faire caler Saint-Etienne et Bordeaux. Comme ça, c'est bon. Ouais. D'autant qu'en plus, Nancy est proche de la descente en D3. Oh là là, Donc non, même si on descend en D2, vous imaginez la tristesse, on n'aurait même pas de derby. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Messieurs, merci d'avoir participé à cette émission. On se retrouvera donc mercredi prochain pour une nouvelle émission dédiée au 8e de finale de Coupe de France contre Paris. Valentin, merci pour ta venue, pour ta première apparition. Merci beaucoup. C'était un plaisir, franchement. Je reviendrai quand vous voulez en espérant qu'il n'y ait pas de décalage cette fois. Et puis, vraiment un plaisir. Écoute, plaisir partagé. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Prenez soin de vous et puis donc à très bientôt pour une nouvelle émission. Salut les gars, bonne soirée à vous. Salut. Salut.